Voici l'ouverture de ce congrès. Bien, bonjour à toutes et à tous. L'équitation scolaire, c'est un nom raccourci, ça ne porte pas tellement bien son nom. En réalité, c'est la démarche éducative qu'on peut avoir vis-à-vis des écoles pour leur expliquer le monde du cheval et le monde animal et bien sûr les rapports avec la nature et le vivant. L'équitation scolaire, c'est avec le poney et son émergence dans les années 70, le renouveau de l'équitation. C'est celle qui prépare la population à accueillir le cheval, à accueillir le poney avec bienveillance, à voir après, lorsque des expériences à l'école se sont bien passées, pendant toute la vie, un regard positif quand on voit un cheval, quand on voit un poney ou quand on voit un cavalier. Donc c'est fondamental et il faut être un éducateur avant toute chose que je pense vous êtes tous, c'est pour ça qu'on est réunis et que vous êtes présents aujourd'hui, pour que, au-delà de l'idée sportive, au-delà de l'idée de vouloir transformer des gens en cavaliers à toute fin, on puisse donner ce petit virus, cette petite vaccination à nos enfants pour qu'ils portent en eux une image positive du cheval. Donc il y a beaucoup de choses à dire et à faire autour de l'équitation scolaire, mais en tout cas c'est une vraie mission pour l'ensemble de la filière cheval, pour l'ensemble du monde de l'équitation, même ceux qui regardent ça de très loin et qui veulent pas s'en occuper, parce que c'est grâce à l'équitation scolaire qu'on développe au sein de la population un courant positif de nos activités. Donc merci à ceux qui s'y engagent, merci à ceux qui le font, parce que c'est en partie grâce à eux que l'ensemble du monde du cheval peut avoir un vrai destin. Voilà, Audrey, je te laisse poursuivre. Bonjour. Vous allez voir pendant ces 2 jours beaucoup d'outils, beaucoup de recettes que vous allez pouvoir ramener dans vos clubs, mettre en place avec vos équipes. Tout ça, c'est pas une science exacte. On va pas vous donner une recette à suivre à la lettre. Il faudra ensuite l'adapter avec votre structure, avec vos équipes, et prenez tout ce que vous pourrez prendre. Et effectivement, plantez la petite graine poney dans toutes les classes que vous allez pouvoir croiser. Et ça sera un jour certainement un moment de cavaliers qui vont revenir dans nos structures chez les uns ou chez les autres. D'ailleurs, c'est l'essentiel là, c'est de planter la petite graine poney. J'espère que vous allez passer un moment riche d'échanges pendant ces 2 jours et que vous allez repartir autant inspirés que nous avons pu l'être avec les équipes qui ont travaillé sur ce congrès pour vous proposer aujourd'hui tous les ateliers que vous allez voir. Merci. Est-ce qu'on a des statistiques sur le fait, le nombre de personnes qui font de l'équitation scolaire, le nombre d'enfants qui font de l'équitation scolaire et qui se retrouvent après en client dans nos clubs? Bien sûr qu'on n'a pas ces statistiques-là, mais elles ne sont pas importantes. Ce qui est important, c'est que celui qui va parler du poney, parce qu'il en a une expérience, il soit positif vers d'autres qui, eux, viendront peut-être pratiquer l'équitation. Donc l'équitation scolaire, ça ne se compte pas et ça ne se calcule pas par le nombre d'inscrits qu'il y a au club derrière. Ça se calcule par vraiment le comportement des gens et la bienveillance qu'ils auront pour les poneys et les chevaux. Merci. Je vous l'ai dit tout à l'heure, des interventions toutes plus passionnantes les unes que les autres. Et nous allons commencer par un chroniqueur, un journaliste qui va nous parler de l'évolution de l'équitation militaire jusqu'à l'équitation scolaire aujourd'hui. Il a beaucoup écrit, beaucoup publié sur l'équitation et l'équitation scolaire. Il a publié aussi pour de nombreux sports, sur de nombreux d'autres sports comme le football dans lequel il est très actif. Et il a une particularité aussi, c'est qu'il a beaucoup écrit, il s'est beaucoup penché sur la vulnérabilité de l'élite sportive. Je vous demande d'accueillir ce journaliste, qui est journaliste à Libération notamment, Monsieur Seguir Lazri, qui va intervenir sur l'évolution de l'équitation. Bien, bonjour à tous et du coup, merci de m'accueillir ici, tout simplement à Avignon. Il fait un peu frisquet, moi qui viens du Nord, mais bon, ça ne me dérange pas trop. Donc oui, comme ça a été cité, donc je me présente, je m'appelle Seguir Lazri, je suis donc sociologue du sport, rattaché au laboratoire IRIS, l'Institut de recherche sur les enjeux sociaux et interdisciplinaires de l'EHESS, l'École des hautes études en sciences sociales, et je suis aussi journaliste scientifique, principalement pour le quotidien Libération,
où j'essaie de vulgariser les questions sportives et essayer de montrer comment les questions, enfin, du moins le sport peut tendre à expliquer la société. Alors pour commencer, je vais peut-être mettre en évidence quelques notions qui sont propres à la sociologie du sport. Il faut comprendre qu'il n'y a pas de valeurs sportives, que les valeurs sportives n'existent pas. Alors, dans le discours un peu commun, on vous parle, notamment aussi très politique, on vous parle de valeurs du sport, de fédération, enfin, de tout l'aspect, je dirais, lié à la cohésion sociale, lié au sport, lié au mérite, lié à l'égalité. Mais en fait, le sport ne fait que refléter les valeurs dans lesquelles il se trouve, finalement. Vous allez retrouver dans le sport finalement toutes les valeurs sociales toutes les valeurs sociales dans lesquelles finalement, oui, effectivement, les pratiques s'exercent. Alors, je vous montre ça par l'idée de l'exemplarité sportive. Là, il y a un athlète en photo, Carl Lewis, donc athlète des années 80, qui symbolise la méritocratie plus ou moins américaine. Et en contrepartie, vous avez les athlètes plutôt soviétiques du 4x100 mètres, qui eux aussi sont célébrés. Alors, ce que ça illustre, si vous voulez, deux types de champions qui sont exemplaires, qui vont véhiculer les valeurs sportives de leur société dans des sociétés finalement qui sont totalement différentes, dans des organisations politiques et sociales totalement diverses. Et en ce sens, finalement, regarder le monde du sport, c'est comprendre le monde social. Et agir sur le monde du sport, sur le monde sportif, c'est influer en quelque sorte aussi sur le monde social. Donc on va revenir à des choses beaucoup plus familières pour vous, en l'occurrence celle de l'histoire du cheval, ou l'histoire à cheval, parce que l'histoire du cheval s'écrit toujours avec son interaction humaine en quelque sorte. Donc le cheval, c'est le fruit d'une domestication, donc une domestication qui a plusieurs siècles déjà. Le cheval s'est inscrit dans les rapports humains, dans son développement aussi. Donc le cheval a été considéré pendant longtemps comme une force de production, comme une force militaire, comme un moyen de transport, une force de communication en quelque sorte. Et c'est au XXe siècle que finalement, avec la sportivisation des pratiques militaires, avec l'idée que finalement les attitudes, les dispositions militaires vont s'imprégner et s'ancrer plutôt dans la société, par le biais du sport justement, qui rend finalement les corps disponibles pour la guerre, pour la mobilisation. C'est pour ça qu'on a créé le sport. Le sport émerge au XIXe siècle, à un moment où finalement on a besoin de monopoliser et de normer des corps afin à des buts à la fois de production, mais aussi des buts militaires. Et finalement, le cheval va s'inscrire aussi dans ce même processus. Et avec l'avènement de la société de loisirs, avec une libération aussi du temps, finalement, le cheval aussi va retrouver une autre place et va trouver une nouvelle identité. Ce qui va amener justement à la démocratisation des sports et des pratiques équestres. Voilà, des pratiques qui sont liées à cette relation avec le cheval. Ce qui est très important de noter, alors pourquoi finalement en fait on parle aussi aujourd'hui d'équitation scolaire, c'est parce que l'avènement de l'équitation en France, qui est quand même, de l'équitation, ou du moins des pratiques équestres, qui est quand même le troisième socle de pratiques en France en termes de licenciés, en termes d'investissement, juste derrière le football et le tennis, débute en fait surtout pendant la deuxième moitié du XXe siècle, durant les années 60, notamment avec l'introduction en France du poney. En fait, le poney, du coup, va permettre une forme de didactique, en quelque sorte, didactique de la domestication animale, de la pratique équestre, qui n'est plus cantonnée au champ militaire, mais qui va être plus ou moins diffusée et massifiée. Et ça va corréler, en fait, cette arrivée du poney va corréler avec des nouvelles alternatives éducatives, notamment mises en place suite au bouleversement sociétal de mai 68, avec l'idée finalement qu'on peut produire d'autres savoirs, qu'on peut aussi mettre en place d'autres manières d'enseigner, d'acquérir le savoir, de faire de nouveaux citoyens, de nouveaux individus. Et le sport ne va pas être exempt en fait, de ce mouvement-là, et notamment l'équitation et cette didactique sportive justement qui s'inscrit à travers le rapport notamment au poney, va connaître un essor considérable avec l'apparition des nouveaux clubs et de nouveaux types de centres équestres, plutôt axés sur la sensation de plaisir, une dimension très hédoniste, mais aussi une dimension très utile. C'est plus facile pour les néophytes en quelque sorte de pouvoir s'atteler à
s'atteler à générer une interaction avec l'animal. Alors, effectivement, ça génère un bouleversement de la pratique et du coup une massification de celle-ci, donc avec un nombre croissant de nouveaux pratiquants. Par la suite, cette massification induit aussi, ce qui est aussi très spécifique, notamment aussi aux pratiques équestres, c'est la forte proportion de filles, notamment de personnes genrées féminins, on dirait, et contrairement à d'autres sports, au contraire, enfin, où la présence des femmes est un peu moindre. Le monde équestre, justement, est lieu de la réalisation des distinctions genrées, donc notamment entre sexe masculin et sexe féminin. Et ça correspond à l'éthique du care qui est à l'œuvre dans la société. Alors, il faut toujours se garder en tête que finalement, ce qui nous permet de comprendre l'équitation, c'est bien entendu le socle social dans lequel les personnes vivent continuellement. On est dans une société, notamment encore aujourd'hui, dans une société du care, où finalement, alors, ce qu'on appelle société du care, c'est société du soin. Donc tout ce qui est lié à l'ordre de l'intime, à l'ordre du soin, à l'ordre de la précaution, est souvent rattaché au genre féminin, dans les représentations sociales, mais aussi dans les activités. Et à travers justement l'interaction animale, on va retrouver cette forme d'éthique du soin, dans lequel finalement les filles, et notamment les jeunes filles, vont se réaliser. C'est parce qu'elles ont été socialisées à ce type de pratique, c'est parce qu'elles ont été familiarisées avec l'idée de prendre soin de l'autre, qu'elles vont retrouver à travers l'interaction équine, en quelque sorte, une nouvelle forme de réalisation de cette socialisation. Il y a finalement aussi dans la pratique une forme de soumission genrée, c'est-à-dire que finalement ce qu'on va demander, ce qu'on va attendre notamment des filles qui pratiquent l'équitation, c'est quand même une disposition qui est une disposition purement féminine, c'est-à-dire une représentation de l'idéal féminin qui sera un idéal léger, dans lequel justement c'est le cheval qui est mis en avant, et donc du coup la cavalière doit un peu s'estomper, s'effacer, comme on demanderait aussi justement aussi à des filles ou à des jeunes femmes de s'effacer dans la société pour faire valoir, je sais pas, telle activité ou tel engagement social. Et l'effacement en quelque sorte des femmes qui sont très présentes dans cette pratique a pour conséquence aussi l'ancrage d'un idéal masculin, et d'un idéal masculin fondé sur la puissance du cheval. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que pendant longtemps, même dans l'histoire de l'anatomie, dans l'histoire de la médecine, dans les rapports de pouvoir médicaux, on a souvent associé le cheval. Le cheval est une figure assez intéressante. On a souvent associé le cheval à la puissance masculine. Il y a certaines planches que j'ai pas là, mais c'est une petite parenthèse. Mais il y a des planches de médecine où on essaie de représenter justement le corps masculin avec en arrière-plan une musculature, le muscle apparent d'un cheval. Pendant longtemps en Angleterre, on avait des haras qui étaient composés uniquement de juments, et c'était l'étalon royal qui allait féconder les juments présentes dans les haras. Et ça, c'est très symbolique parce que ça veut dire que finalement l'étalon royal était un peu la continuité de la puissance royale, la puissance du roi. Et à travers l'étalon, il y avait la puissance royale, la puissance masculine qui allait se propager. C'est ce qu'on appelle, ce qu'on a appelé plutôt en sociologie le phénomène de stentorisation. Donc, du coup, ça génère cette domination masculine en quelque sorte dans les pratiques, notamment les pratiques d'élite, parce qu'on retrouve une surreprésentation des hommes dans le milieu de l'élite sportive, et notamment dans le milieu de l'élite sportive équestre, la plus visible, parce que quand vous regardez aujourd'hui, notamment, je parle des courses hippiques, qui est une vitrine quand même des pratiques aussi équestres en France. Les hommes sont totalement présents, il y a très très peu de femmes, ils sont surreprésentés, et cette domination masculine, en quelque sorte, souligne aussi une des inégalités sociales. Parce que l'investissement dans une sphère d'élite sportive nécessite tout un tas de ressources pour pouvoir parfaire, pouvoir performer, et dans lesquels justement les hommes qui ne sont pas cantonnés en quelque sorte aux tâches de soins, qui sont pas cantonnés mais moins impliqués et moins soucieux de cette dimension-là, vont surinvestir justement le champ de la performance et vont faire valoir leurs ressources à la fois donc économiques mais aussi sociales. Il faut du temps à disposition, il faut tout un ensemble d'individus autour de soi, il faut tisser des liens sociaux très forts pour que les gens puissent investir du temps, investir aussi de l'énergie dans ce genre
de pratiques-là. Et ce que souligne la dimension masculine, enfin la domination masculine, pardon, c'est finalement les rapports aussi de pouvoir, les rapports de force économique entre les individus. Donc, ce qu'on peut présenter comme en quelque sorte dimension critique des pratiques équestres, c'est l'idée finalement que finalement il y a une massification, enfin une présence importante des femmes qui sont cantonnées à des rôles plus ou moins mineurs dans la pratique sportive et équestre, et que le haut du panier, enfin le haut du panier plutôt l'élite sportive de cette pratique, qui génère aussi beaucoup d'économies, beaucoup d'argent, beaucoup de gains, qui est lucrative, est elle dominée par les hommes. Il y a une forme de cercle vicieux en fait qui s'instaure dans ce type de circuit finalement, d'engagement. Néanmoins, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'au regard de la société dans laquelle on se trouve, il y a des révolutions qui s'opèrent, des révolutions épistémologiques, des révolutions dans la manière de penser. Et tout ce système est un peu remis en cause, en quelque sorte, notamment par tout un ensemble de mouvements de contestation. On est dans une société qu'on dirait aujourd'hui du vulnérable, où finalement les fragilités peuvent s'exprimer, peuvent émerger et peuvent avoir une portée politique très importante. Et donc il y a, en ce sens-là, aussi une critique des rapports de domination. Donc vous le voyez, c'est assez aujourd'hui, c'est très actuel. Hein, on voit toutes les polémiques, enfin pas les polémiques, mais plutôt toutes les controverses liées justement au rapport de domination entre hommes et femmes dans les structures de travail, dans les structures associatives ou autres. Et ça n'épargne pas, bien entendu, le monde du sport, hein, qui est justement le miroir de cette société. Et on a un ensemble de crises, justement, de crises institutionnelles. Hein. Je ne sais pas si vous étiez, si vous lisez l'équipe assez régulièrement, mais dans le football, en l'occurrence, c'est très actuel. En ce moment, il y a une grande crise au sein de la Fédération française de football, notamment liée à des rapports de pouvoir, à des histoires très particulières. Et finalement, en fait, le monde du cheval va générer, va présenter, va rencontrer toutes ces fractures sociales. Et notamment des fractures qui sont à la fois sociales, donc par stratification, mais aussi des fractures spatiales. Donc là, je prends l'exemple, notamment dans le texte que je vous présente, entre les zones urbaines dynamiques et la désertification rurale, dans ces formes de controverses, avec vous savez, tous les enjeux, notamment de gentrification, mais aussi de problématiques écologiques et autres. Et dans ce mouvement, en quelque sorte, de défiance vis-à-vis, finalement, de toutes ces interactions qu'on peut avoir entre les hommes et les chevaux, donc entre les hommes et les chevaux, entre les hommes et les animaux, tout simplement. Donc, dans l'élevage, le dressage, il y a des formes de contestation qui émergent, soutenues par des mouvements, notamment politiques bien ancrés, liés au bien-être animal. Donc, il y a cette forme de contestation qui émerge et qui va impacter très concrètement la pratique et notamment le monde équestre. Donc, du coup, pardon. Alors, donc. Mais suite à ça, finalement, par rapport à ce discours critique, par rapport à ce travail en quelque sorte du négatif, il y a des nouvelles tendances qui émergent dans lesquelles justement va se retrouver tout ce domaine de l'équitation scolaire. C'est l'essor aussi de la médiation animale. Donc finalement, les crises, notamment alors, la crise écologique qui est quand même très présente aujourd'hui, dans laquelle on parle finalement... qu'on avait plus ou moins prédit, pour pas parodier quelqu'un de très connu. Cette crise écologique finalement va générer aussi dans les pratiques sportives de nouvelles tendances. Alors, ce qu'on appelle aujourd'hui en sociologie du sport l'écologie corporelle. C'est l'idée finalement de retrouver à travers la pratique une forme de retour à soi, de retour aux éléments plus ou moins naturels, de s'éloigner d'une forme de sophistication, et plutôt s'ancrer dans une s'éloigner aussi de la dimension un peu compétitive aussi du sport, et puis finalement essayer de retrouver une forme de sensation liée à son corps. Parce qu'il faut se rappeler quelque chose qui est aussi très intéressant, c'est que le XXe siècle se concrétise aussi par des grandes idéologies qui sont très présentes, qui vont aussi coordonner la société, coordonner les grands mouvements politiques. Hein. Oui, il y avait deux blocs qui s'affrontaient. Il y avait aussi aussi les religions qui étaient extrêmement présentes. Mais depuis le début du XXe siècle, notamment, enfin fin XXe, je dirais, il y a l'émergence finalement d'un effondrement de ces idéologies-là. Et le corps va être le lieu d'investissement des individus, c'est-à-dire que le corps va être perçu comme le lieu de transcendance dans lequel on peut se réaliser. On ne se réalise plus pour un idéal, mais on se réalise à travers nous-mêmes, à travers notre action.
Et en ce sens, il y a des pratiques corporelles qui émergent, qui sortent un peu du lot. Et finalement, on va d'autant plus écouter, on va prendre soin de soi, on va essayer de pérenniser son existence. Enfin, il y a tout un rapport au corps qui va être beaucoup plus transcendant que ça ne l'était par le passé. Et en quelque sorte, c'est ce qui se passe dans l'écologie corporelle. On va avoir ce souci de soi très, très, très présent. Et ce rapport écologique, finalement, aussi peut être un moyen, et aussi, on le voit à travers la médiation animale, un moyen de refonte du lien social autour de l'animal. On va se souvenir que l'animal n'est plus lié à nous, ne serait-ce que parce qu'on a un rapport de production avec lui ou un rapport plus ou moins lucratif avec lui, mais dans un rapport où finalement on aurait un gain qui serait un gain plus, en quelque sorte, plus métaphysique, dans un gain où on pourrait se retrouver, on pourrait lier retrouver une identité sociale. Et l'insertion de nouveaux rapports, notamment dans des institutions, notamment des institutions où le corps, justement, est plus ou moins réglementé, plus ou moins fermé, va avoir une importance assez considérable. Et donc, on va réinstaurer de la médiation animale dans des endroits, dans des structures où le corps est en quelque sorte privé de grands espaces, pour essayer de retrouver une forme d'intimité, de reconquête de soi. Et notamment, on le voit aujourd'hui avec la mise en place de nombreux pas processus, mais de nombreux dispositifs, exactement, de nombreux dispositifs de médiation animale dans les prisons, dans les maisons de retraite, dans des endroits où s'exprime finalement en fait, cette vulnérabilité sociale. Et donc on a l'émergence de pratiques comme l'équithérapie, mais ce qui est très intéressant, c'est qu'on va refonder finalement l'identité équine, et on va refonder la culture, donc l'interaction qu'on a avec cet animal, autour de nouveaux enjeux qui ne sont plus les enjeux d'il y a peut-être 20 ou 30 ans. Ce qu'on peut montrer aussi, c'est qu'il y a des atouts finalement sociaux pour l'être humain vis-à-vis de cette équitation scolaire. Alors, ce qui est très marrant, c'est que je vous montre la photo de Gamara Camara, qui est un habitant de Montreuil du 93 et qui s'est pris de passion pour un cheval, qui en a acheté un et qui a décidé de développer une nouvelle interaction avec le cheval dans un milieu qui n'est pas un milieu rural, qui n'est pas le milieu, je dirais, socio-historique de la pratique équestre, mais qui va l'installer dans un nouvel environnement et qui va créer toute une attente autour de lui, qui va créer aussi des vocations. Donc il a commencé à monter une association pour sensibiliser notamment les enfants des populations sociales vulnérables du 93 au contact animal. Et ce qu'on voit, c'est qu'on crée finalement de nouveaux liens sociaux pour ces individus qui finalement peut-être étaient aussi en rupture avec d'autres environnements. On a une reconnaissance finalement des êtres, c'est ce qui compte en fait, parce que la protection sociale, le lien social se fonde sur deux idées principales, qui est la reconnaissance et la protection. La reconnaissance, c'est compter pour quelqu'un. Je compte pour lui, je suis reconnu en tant que tel. Et la protection, c'est compter sur quelqu'un. Et en quelque sorte, finalement, on va générer une reconnaissance, donc on va compter pour un autre être avec une sensibilité aussi qui peut être aussi différente. Et on va aussi être protégé parce qu'on va être reconnu au sein d'une part d'une structure et au sein d'un réseau d'individus qui vont générer une même passion et qui vont s'organiser justement pour mener à bien et pour essayer de coordonner finalement ces interactions sociales. Donc il y a en quelque sorte des vertus psychologiques parce qu'on est dans une pratique aussi très éloignée de la compétition. On est dans une pratique, même je dirais même en fait en soi compétitive, mais d'une compétition pour soi. Il y a l'idée que finalement l'équitation, c'est ce que dit, ça je paraphrase un anthropologiste notamment du sport qui s'appelle David Le Breton, qui explique que l'équitation, mais aussi les pratiques sportives les nouvelles pratiques sportives sont les caisses de résonance des émotions humaines. C'est-à-dire que c'est une quête de soi et c'est une quête en soi. Et ça permet finalement de retrouver une forme d'identité, une forme d'estime de soi. Et aussi, ce qui est très important, c'est que ce type d'interaction avec l'animal, notamment par le biais de l'équitation scolaire, par le biais de découvrir une autre culture, une autre interaction, ça constitue un capital social et symbolique qui peut être bénéfique dans d'autres activités humaines. Et ça, c'est quand même assez indéniable. L'idée simplement de pouvoir monter, comme c'est le cas de Gamara Camara, qui lui, du coup, pris de passion pour le cheval, va monter une structure, va quand même monter une association afin de sensibiliser. Voilà, il va avoir une nouvelle identité sociale à partir de son appartenance, de son interaction avec le cheval. Donc finalement, il y a ce capital qui se constitue. L'animal peut aider, finalement, peut contribuer à un peu jouer sur les inégalités sociales et surtout sur la constitution et sur la constitution de ressources. Voilà.
Et du coup, je vous remercie. Donc, j'espère que j'ai été dans le timing et pas été trop rapide. Mais... Nous allons commencer par une intervention de Audrey Poupardin et de Tiffaine Chapérou. Audrey est élue à la fédération, vice-présidente de la fédération, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, chargée de l'équitation scolaire. Elle est directrice du Poney Club de Montéclin. Beaucoup de scolaires, beaucoup de classes de scolaires, elle nous en parlera tout à l'heure. Tiffaine Chapérou, elle est chargée de mission à la FFE et elle s'occupe du développement. Et bien sûr, c'est une passionnée et une experte en équitation scolaire. Et je la cache, donc je me décale un petit peu. Excusez-moi. Je vous laisse la parole. Je présenterai les autres intervenants qui peuvent néanmoins, s'ils le veulent, compléter les propos de ce premier dossier. Et je vous laisse la parole, Audrey. C'est à toi. Non, c'est Tiffaine, pardon. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être là. Alors, on va vous présenter très succinctement les dispositifs de la Fédération française d'équitation et de l'éducation nationale en partant des universités vers les écoles maternelles et primaires. Et après, on rentrera plus dans le détail de certains dispositifs. Voilà, pour le déroulé de la matinée avec les expériences de chacun des intervenants présents sur ce plateau. Donc, nous travaillons en collaboration avec la Fédération française des sports universitaires, avec l'Union nationale des sports scolaires et avec l'UCEP pour les écoles primaires et élémentaires. Nous avons également développé des sections sportives excellence et sections sportives tout court, avec l'éducation nationale, toujours dans les collèges et les lycées, plutôt à vocation pour le sport de haut niveau et le sport de compétition, et repris par un label Sport-études et Sport-études Excellence par la Fédération française d'équitation. Il y a aussi des projets qui sont en plein développement pour la prévention et la lutte contre le décrochage scolaire et le harcèlement scolaire, dont vous parleront plus en détail Madame Meyer et Madame Judic, et la médiation et la découverte de l'équitation également pour les internes et faire du lien social au sein des établissements scolaires. Parmi tous ces dispositifs, si on arrive maintenant sur l'équitation scolaire, vous avez une multitude de choses à proposer pour les écoles, dont les classes vertes et les classes transplantées. On va dire que ça, c'est le séjour le plus complet qu'on puisse proposer, avec des cycles entiers de plusieurs jours, avec ou sans nuitée. Des cycles scolaires pédagogiques, où là, on pense plutôt au cycle de 10 séances, où la classe vient une fois par semaine monter une demi-journée ou une heure. Le kit école, l'opération Poney École, sur lequel on va revenir tout à l'heure plus en détail, qui est vraiment l'entrée de l'équitation pour l'école. Graines d'artistes, que Ève va vous présenter et la commission spectacle plus en détail dans la matinée demain. Et Cheval et Altérité que va vous présenter avec le dispositif Impact 2024 Carole dans la matinée. Donc là, on va refaire un focus sur Poney École. Poney École, qu'est-ce que c'est ? C'est promouvoir l'équitation scolaire et créer du lien avec les écoles. Donc, c'est une convention de base tripartite entre l'UCEP, l'UNSS, entre l'UCEP, le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse et la Fédération française d'équitation. Aujourd'hui, ce dispositif permet de maintenir l'équitation scolaire, c'est-à-dire que toutes les fédérations françaises de sport sont des associations, majoritairement. L'équitation a une particularité avec des entreprises qui existent et pas seulement des associations. Seulement, le ministère de l'Éducation nationale, lui, ce qu'il voit, c'est qu'on est une fédération et qu'on doit pouvoir fournir du sport scolaire gratuit pour les établissements. J'insiste sur ce mot « gratuit » qui ne plaît pas aux dirigeants de club, et je suis une dirigeante de club aussi, donc je l'entends. Mais voilà, c'est ce dispositif qui nous permet de pérenniser l'équitation scolaire. Si chaque club participait avec au moins une séance, ça nous permettrait si chacun jouait le jeu, pour une séance de 2 heures, l'équitation scolaire serait assurée. Donc c'est un dispositif qui permet aussi un premier contact avec les membres de l'Éducation nationale afin de se faire connaître. C'est une opération qui permet aussi de faire découvrir l'équitation à des publics qui n'y auraient pas forcément accès.
Séguir parlait tout à l'heure du 93 ou de publics plus en difficulté. Voilà, c'est aussi une des missions, une des vocations de ce dispositif et c'est pour ça qu'il est très important pour l'éducation nationale. Poney École, c'est également des démarches facilitées pour les clubs. Aucun dossier à constituer pour l'éducation nationale. Un mailing qui a été envoyé au mois de novembre par le ministère de l'Éducation nationale à tous les recteurs, directeurs d'écoles primaires et élémentaires et maternelles de France, soit 47 000 écoles qui ont été contactées par ce courrier. Et c'est une sécurité, parce qu'on nous dit souvent c'est un sport avec sécurité renforcée. Oui, mais tant que vous avez un moniteur diplômé BE ou BPJEP sur votre structure, vous pouvez accueillir des scolaires sans aucun souci. Alors les outils de développement, c'est aussi un outil de développement pour votre club. C'est-à-dire que ça permet une publicité gratuite auprès des enfants des écoles, des parents et des copains ou copines des enfants. C'est aussi un lien avec l'école pour amorcer d'autres sorties scolaires. C'est-à-dire qu'on offre, la séance Poney École, 2 heures gratuit pour une classe de l'école, mais les autres classes peuvent venir en payant pour faire le dispositif. Ça peut être aussi organiser une sortie de fin d'année payante avec le centre équestre. Ça peut aussi être organiser des cycles scolaires dont vous parlez tout à l'heure, Audrey. Ça peut être aussi, ça permet un lien avec les collectivités locales. Les collectivités locales, ça permet de demander plus facilement des subventions derrière pour vos structures. Ça permet également de travailler pour les animations du village, la fête du village, Noël, Halloween, et de développer d'autres activités. Alors, c'est aussi des documents pédagogiques qui sont offerts, mis à disposition des clubs et des écoles par la Fédé. Un cahier par enfant, 2 cahiers du guide Poney École, un poster, des stickers, un diplôme par enfant pour donner envie aux enfants et aux enseignants de revenir. Poney École, c'est pour qui? C'est pour les centres équestres et Poney Club labellisés École française d'équitation et Poney Club de France. Pourquoi cette demande de label? On a souvent la question. Parce que la FFE engage sa responsabilité pour les clubs partenaires de l'opération. Comme on a dit tout à l'heure, l'agrément est automatique pour le ministère de l'Éducation nationale. Pas besoin de venir, pas besoin de contrôler vos diplômes, pas besoin de contrôler votre structure. Donc nous engageons notre responsabilité. Du coup, nous demandons quand même un certain gage de qualité de la part des structures recevant ce dispositif qui permet de rassurer l'éducation nationale. Je vous rappelle juste une petite parenthèse, que la labellisation Poney Club de France est gratuite et facilement accessible pour tous les clubs accueillant du public. La nouveauté cette année, c'est aussi que le calendrier a été augmenté. On nous a fait la remarque que de avril à juin, c'était là que les clubs faisaient les sorties scolaires payantes, c'était là qu'il y avait plusieurs demandes des écoles. Donc on a réussi à ouvrir cette année de novembre à juillet. L'année prochaine, normalement, nous devrions avoir l'accord pour pouvoir le faire de septembre à juillet également. Ce qui vous permet de remplir vos créneaux libres. C'est vous êtes entièrement maître de votre agenda, de votre créneau horaire. Vous voulez mettre un seul créneau horaire le 13 avril de 9h à midi, vous mettez un seul créneau horaire le 9 avril de 10h à midi, puisque c'est 2 heures. Voilà, vous voulez en mettre plusieurs, vous en mettez plusieurs. Vous voulez accueillir plusieurs écoles, vous accueillez plusieurs écoles. Vous voulez accueillir une seule école, vous accueillez une seule école. Le cadre réglementaire, c'est un accueil sur 2 heures, avec 45 minutes de théorie, de visite sur la structure et 45 minutes de pratique de l'équitation. Pratique de l'équitation, aujourd'hui, nous avons 36 disciplines. Donc nous sommes libres d'organiser ces 45 minutes comme nous l'entendons sur nos structures. Ça peut être une balade, ça peut être de l'éthologie, ça peut être un parcours de Pony Games, de l'équifun. Libre à vous et à vos spécificités sur vos structures de vous l'approprier, ce dispositif. Et du coup, je laisse la parole à Audrey pour le côté club. Alors, je vais vous présenter un petit peu ce que nous, on fait au Poney Club de Montéclin. Déjà, le dispositif Poney École, on le vit comme un atout commercial. C'est-à-dire qu'avant d'utiliser Poney École, on faisait la sortie de l'école de notre commune, Bièvre, qui a à peu près 300 enfants. Quand on a pour objectif d'accueillir une classe, à peu près 30 enfants, c'est déjà 10% de l'école. Donc c'est un taux de conversion qui est juste énorme.
Donc pour réussir à faire venir ces 30 enfants, il fallait qu'on soit présent à la sortie de toutes les classes, tous les soirs de la semaine. Finalement, c'est quand même un temps qui est énorme, c'est-à-dire c'est dépêcher un moniteur tous les soirs de la semaine pour aller faire la sortie de l'école, expliquer, donner envie de revenir sur le Poney Club. Et à des horaires qui sont finalement plutôt inadaptés avec notre fonctionnement, puisque ça tombe pile poil 16h au moment où il faut s'occuper des chevaux, au moment où on commence à préparer l'accueil des premiers cours du soir. Donc finalement, quand on s'inscrit à Poney École, ces 30 enfants, ils viennent et on n'est pas sorti du Poney Club. Non, pardon, merci. Et c'est aussi du coup le double enjeu, c'est de présenter en parallèle les dispositifs qu'on va proposer au Poney Club pour les instituteurs, les professeurs des écoles. Exactement sur le même format. Si je veux réussir à séduire un professeur pour qu'il vienne jusqu'au club découvrir ce que je lui propose, il va falloir que j'en appelle 10, 15 et que je présente à chaque fois mon projet. Là, c'est quand même vraiment facilitateur pour moi. Sans sortir du club, j'arrive à faire venir à moi au moins une classe avec son instituteur. Et ensuite, une fois qu'ils sont là, c'est là où on va pouvoir essayer de les faire revenir. Le dispositif Poney École, il n'est pas question pour nous de le subir. Merci. Et donc, on a établi un certain nombre de règles qui nous aident à nous inscrire sur le dispositif et à l'utiliser dans de bonnes conditions. Déjà, on choisit nous-mêmes notre calendrier. Donc, on sait maintenant qu'on a effectivement davantage de réservations de cycles complets ou de classes transplantées entre le mois de mars et le mois de juin, avec parfois des classes qui nous réservent d'une année sur l'autre, sur uniquement 3 jours, par exemple. Donc là, je sais que sur le 4e jour de cette semaine-là, je vais m'inscrire sur le dispositif Poney École, puisque c'est facile pour moi. J'utilise les temps morts du club, les périodes moins propices aux réservations habituelles. Ensuite, une fois que je suis inscrite, je reçois des petites alertes, les mails avec les demandes des écoles. Elles ne sont pas acceptées d'office, c'est à moi ensuite d'aller accepter les réservations ou de ne pas les accepter. C'est-à-dire qu'effectivement, je choisis d'accueillir les écoles qui sont dans ma zone de chalandise et j'invite les écoles qui sont trop loin à revenir sous d'autres formats. Je sais que Poney École, si on accueille une classe qui est à 45 minutes du Poney Club, on a peu de chances de revoir un jour les enfants, l'instituteur, l'école, revenir pour un dispositif plus complet. Donc, voilà, je sélectionne par rapport à cette distance. Donc, en Île-de-France, on parle plus en temps de trajet qu'en kilomètres. Je m'impose aussi de ne faire des réservations que pour une classe par demi-journée. On a souvent la demande, effectivement, d'écoles complètes qui veulent venir 3-4 classes. Je sais que sur une demi-journée, je n'arrive pas à être performante sur des si grands nombres sur un cycle comme Poney École. Et on s'est donné comme maximum d'accueillir 4 classes par an, ce qui correspond pour nous à 2 jours complets de Poney École. Une fois que les enfants sont rentrés dans la structure avec leur instituteur, notre objectif, c'est d'arriver à les faire revenir. Donc, on les initie, on leur fait la visite des infrastructures, on leur explique nos spécificités, on leur montre notre projet éducatif, pédagogique, aussi bien aux enfants que pour l'instituteur. Donc, côté enfants, on essaye de les faire revenir sur un événement du club qui va être... Pardon, je suis allée un petit peu vite. La fête du poney. Donc ça, c'est ce que nous, on propose. Chaque enfant qui vient dans le dispositif Poney École repart avec un petit carton d'invitation pour revenir avec ses parents à la fête du poney. Parce qu'effectivement, une fois qu'on a les 30 enfants, on a quand même besoin à un moment donné de convaincre aussi leurs parents. Donc pour les faire revenir, ils sont réinvités sur la journée porte ouverte qui suit.
Donc j'ai bien entendu, c'est une super nouvelle pour nous de pouvoir ouvrir ce dispositif dès le mois de septembre, ce qui me permettra du coup de pouvoir aussi réouvrir mes portes et les inviter sur les journées du cheval. Si j'accueille des écoles au mois de novembre, je les invite sur ma fête de Noël, etc., etc. J'essaye toujours de trouver un événement qui est en lien, qui va pouvoir du coup faire revenir les enfants avec leur famille. Et les instituteurs, les professeurs des écoles, c'est pareil. Et là, je leur présente mon dossier d'équitation scolaire complet avec tout le panel de ce qu'on peut leur proposer pour aller plus loin. Poney École, vraiment pour nous, c'est un tremplin. C'est vraiment l'occasion de leur montrer ce qu'on peut faire et surtout de leur donner envie d'aller plus loin dans leur démarche. Donc, ce que vous voyez à droite de l'écran, ça c'est un document interne, l'équitation des 4-10 ans. Nous, c'est ce qu'on propose sur l'équitation scolaire, avec la possibilité pour les écoles de revenir une journée au Poney Club, d'avoir des journées transplantées, c'est-à-dire l'école se déplace entre 1 et 4 jours au Poney Club. Les poneys à l'école, là c'est nous qui nous déplaçons en fonction de la configuration de l'école, si c'est possible, on vient avec 2-4 poneys et tout un dispositif pédagogique pour faire découvrir les poneys à l'école. Et enfin, l'aboutissement, c'est en cours chez nous, on ne l'a pas encore lancé, mais on a hâte de pouvoir démarrer les classes vertes, puisqu'on a une structure à 1 heure de Paris, là où on met nos poneys en vacances, qui se prête très bien justement pour faire à la fois une découverte du milieu naturel et une découverte de l'équitation. Dans ce dossier qu'on présente aux professeurs des écoles, c'est important de leur réexpliquer tous les atouts éducatifs qu'ils vont pouvoir retrouver dans la pratique équestre. Donc le poney, l'éducateur, le poney médiateur social, et enfin tous les bienfaits et objectifs de la pratique équestre pour leurs élèves. On s'est aperçu à Montéclin que la majorité des réservations de cycles scolaires qu'on pouvait avoir se faisaient par des maîtresses qui ont à un moment donné été pratiquantes. Très difficile du coup d'emmener sur la pratique des instituteurs qui sont complètement novices pour différentes raisons, méconnaissance évidemment de la pratique, mais aussi la complexité pour eux de monter tout ce projet s'ils n'ont pas les éléments de langage pour pouvoir défendre leur projet et pouvoir faire accepter au directeur d'école, mais pas seulement à l'éducation nationale, d'accepter du coup leur projet. C'est pourquoi dans ce que nous on propose, c'est vraiment de les accompagner jusqu'à du coup cette rédaction du projet. Ça, c'est juste l'exemple de la fin de notre petit fascicule où il nous renvoie ce petit document avec la demande d'informations supplémentaires. Et ensuite, on a un dossier détaillé par dispositif d'équitation scolaire. Là, par exemple, vous avez juste 2 pages de ce qu'on leur propose comme activité à pied et à poney. Dans notre idéal, ce qu'on cherche à faire, c'est de les accompagner dans la préparation de leur programme pédagogique, de choisir d'être acteurs de ce qu'ils vont pouvoir faire à leurs enfants, leur proposer tout un panel d'activités. On leur demande de cocher en fonction du nombre de jours qu'ils ont choisi un certain nombre d'activités, et ensuite ils nous renvoient tout ça, et nous on leur fait une proposition de programme à la semaine. En fonction de l'instituteur, on est capable de leur proposer une formule clé en main avec un programme pédagogique déjà proposé, avec tous les bienfaits qui sont en face, tous les apports éducatifs, ou alors de leur proposer un programme sur mesure qu'on va écrire avec eux. Généralement, on les fait venir au Poney Club, uniquement l'instituteur, et on rédige avec eux leurs envies, leurs objectifs, ce qu'ils ont envie, et on choisit ensemble le contenu des séances. Et c'est à partir de là, on arrive à séduire beaucoup plus de professeurs des écoles et surtout ceux qui ne sont pas cavaliers initialement ou qui n'ont pas encore eu d'approche avec le cheval. Voilà. Alors, avant de continuer, moi j'avais quelques questions et dans la salle peut-être il y a aussi des personnes qui ont des questions, notamment à Monsieur Lazeri. Vous écrivez sur beaucoup de sports.
Est-ce que vous avez un comparatif avec, est-ce que vous avez des éléments dans d'autres sports? Est-ce que c'est une initiative très originale? Est-ce qu'elle est suivie par d'autres? Ou est-ce que vous pouvez nous parler d'autres initiatives sur le sport scolaire? Non, je vous pose une colle. Vous avez le micro. Bon. Il y a quand même une spécificité, c'est quand même le rapport à l'animal quand même qui est très présent et dans lequel effectivement ça fait toute l'originalité de la pratique équestre. Néanmoins, ce que je peux voir, c'est notamment effectivement les ressources et la socialisation justement des acteurs scolaires dans ces passerelles entre monde éducatif et monde sportif. Et effectivement, moi, ça me parle beaucoup à la fin, notamment quand vous expliquiez que finalement il y avait des éléments de langage à avoir, il y avait tout un ensemble de ressources à avoir vis-à-vis des enseignants pour pouvoir mener à bien ces projets-là. Et effectivement, c'est la grande difficulté qu'on a pratiquement dans tous les sports, c'est qu'il faut être socialisé à ce sport pour mener à bien des. Alors, la similitude, ça serait plutôt les pratiques de ski ou de sport d'hiver, dans lequel justement ça nécessite aussi toute une socialisation qui n'est pas aussi démocratique qu'on pourrait le penser. Et du coup, finalement, pour mener aussi des classes de neige ou des choses comme ça, il faut que le prof soit sociabilisé. Alors, il y a énormément d'écrits en sociologie, notamment sur la question des sports d'hiver. Et on voit que les enfants qui vont au sport d'hiver, notamment dans les zones, dans les US, dans les zones urbaines sensibles, ce sont aussi souvent les professeurs sont en provenance de milieux où ils ont pu pouvoir faire du ski, notamment souvent, alors je caricature un peu pour un sociologue, c'est un comble, mais néanmoins ce seraient des profs qui viendraient plutôt de zones montagnardes du sud de la France, justement, qui sont familiarisés, qui pratiquent des activités de sport d'hiver et qui finalement vont sensibiliser les élèves à ça. Donc il y a aussi l'idée de passerelle en fait entre monde éducatif et monde fermé, et l'idée que la ressource sportive est importante pour pouvoir sensibiliser d'autres individus, notamment plus vulnérables, à ce genre de pratiques-là. Voilà. Moi, j'avais une autre question encore, cette fois-ci pour Tiffaine et Audrey, en ce qui concerne la gratuité. La gratuité, on sait que ça a été une problématique récurrente, et c'est la première critique qu'on fait à Poney École. C'est utilisé donc c'est un outil de développement, et puis on a du mal aussi à mesurer les résultats. Donc la cible, quelle est la cible? Et est-ce qu'il y a quand même des tentatives d'essayer de mesurer les résultats, puisque c'est un investissement? Du coup, on peut déjà répondre à une question, c'est-à-dire que si déjà on fait venir une classe gratuitement d'une école dans sa structure, ça permet de rappeler que la structure existe au sein des populations de cette école. Une seule classe qui vient, ils repartent avec les documents de la Fédération française d'équitation, ils repartent avec le flyer du Poney Club ou du club, et ils parlent avec leurs copains, ils parlent avec leurs parents. Donc déjà, pour 25 ou 30 enfants qui sont venus sur la structure, on a 100 ou 150 enfants de sensibiliser à l'existence et à ce qui se passe sur le centre équestre ou le Poney Club. Donc déjà, en termes communication, vous payez un article dans la presse, vous payez une communication ou, comme disait Audrey, vous allez avec vos flyers à la sortie de l'école. Le résultat est encore plus flagrant pour une dépense d'énergie et de temps inférieure. Après, on remarque que dans les chiffres qu'on a, c'est par rapport à la Manche notamment, mais Patrice Cotin en parlera après, c'est qu'il y a eu, suite au dispositif qu'ils ont mis Culture Cheval, Poney École, qu'ils ont encouragé, où ils ont soutenu les clubs, la Manche a été un des départements avec le plus de primo-licenciés dans les années qui ont suivi ces actions. Donc, on a un petit peu de recul par rapport à ce qui a pu être fait comme dispositif, et ne pas s'endormir non plus sur les licences que nous avons à l'heure actuelle, mais toujours penser à renouveler sa clientèle, à continuer à aller chercher de nouveaux cavaliers. Poney École, on a eu une visio il y a quelques semaines de ça. Les deux intervenantes étaient géniales. Elles nous disaient, elles ont accès sur les maternelles, sur les petites classes. Et comme ça permet que derrière, les enfants découvrent un sport. À ces âges-là, il n'y a pas énormément de sport disponible pour les enfants. Ah tiens, je ne pensais pas que c'était possible dès si jeunes. Et hop, derrière, il y a des réinscriptions. Ces deux personnes-là nous disaient, derrière, voilà, ça se transforme. Ça permet des réinscriptions d'enfants et ça permet de nouveaux licenciés dans les structures. Des chiffres exacts, je n'en ai pas, mais...
Audrey. C'était une réponse très complète. Il suffit pour nous qu'on ait un seul enfant qui revienne au club et pour nous, c'est gagné. C'est-à-dire que nos 2 heures d'activité, si on en a un qui s'inscrit pour une semaine de stage, pour nous, c'est tout bon. C'est le point mort. Ouais, c'est ça. Et encore, même s'il ne s'inscrit pas tout de suite, s'il revient avec ses parents déjà à la fête du poney, généralement, on a quand même un taux de transformation qui est très très bon. Entre le moment où ils viennent faire poney école, ils repartent avec les invitations. Si l'événement n'est pas trop loin, généralement, ils sont très nombreux à revenir avec leurs parents. Et là, pour nous déjà, une fois qu'on a les parents, à nous ensuite de présenter notre projet éducatif, notre projet pédagogique et d'expliquer aux parents tout l'intérêt qu'ils vont pouvoir retrouver pour leur enfant. Même s'ils ne s'inscrivent pas tout de suite, on s'est présenté, on a présenté nos atouts éducatifs et pour nous, le but était là. Vous tous qui êtes des professionnels de l'équitation scolaire, est-ce que vous pouvez nous parler des différents financements possibles que les écoles utilisent pour venir dans vos clubs? La caisse de coopérative, la mairie, un financement privé. Et je vais faire parler Jean-Luc, qui ne peut pas se déplacer, j'irai le chercher tout à l'heure. Alors, pour Poney École, la plupart du temps, ce qu'ils ont payé, c'est le bus. Il y a des collectivités ou des mairies qui ont des bus qui peuvent les mettre gratuitement à disposition des enfants. Après, sinon, le financement du bus fait partie des actions à faire. Après, pour Poney École, il y a aussi le cas particulier qui a été présenté justement à la visio, où il y a eu des demandes de subventions qui ont été faites par les CDE, par les Creux, et qui reversent une participation aux écoles, aux centres équestres participant à l'opération Poney École. Voilà, ceci existe. Vous pouvez vous tourner vers vos Creux et vos CDE pour essayer de voir ce qui peut être mis en place sur votre département ou région. Voilà, donc ça au niveau financement, c'est une première possibilité. Il y a aussi des financements auprès de la région pour les établissements collèges-lycées. Il y a des financements collectivités locales, mairies pour les écoles primaires et maternelles. Voilà, tout est ouvert. Oui, bonjour à toutes et tous. En complément de ce que viennent de dire Tiffaine et Audrey, et sur le sujet de la gratuité, moi je voudrais témoigner de mon expérience sur le Poney École, dispositif auquel j'ai adhéré dès le début. J'ai une structure centre équestre Poney Club dans les Hauts-de-Seine. Et bien évidemment, j'ai saisi ce projet dès le début sur le thème de la gratuité avec les écoles primaires de la ville. Et j'ai pris contact très très vite avec la maire adjointe chargée des affaires scolaires. On a pu très vite, je fais des raccourcis, faire des réunions avec les directrices et directeurs d'école en s'appuyant sur le projet éducatif de la fédération et bien évidemment de l'éducation nationale. Et avec tous les supports de la fédération et tous les supports que la fédération met à disposition des Poney Clubs et aussi des écoles, les écoles ont pu monter des projets pédagogiques pour toutes leurs classes. Et aujourd'hui, ça s'est transformé en des stages de 4 jours. Donc, j'ai plus de Poney École, je le dis très clairement. Il n'y a plus de gratuité au club. Et ce sont des écoles qui sont financées par la Caisse des écoles et aussi par la mairie, notamment sur les transports. Et ça s'est transformé en stage de 4 jours. 10 classes, maternelles et primaires, qui viennent au Poney Club faire des stages lundi, mardi, jeudi, vendredi, de 9h30 à 15h30. Et ça, bien entendu, c'est une offre qui est financée par les écoles et par la mairie, comme je l'ai dit, et que le club peut vendre et peut financer. Voilà. Nous allons maintenant donner la parole à Patrice Cotin. Alors, il est gérant d'une structure équestre et c'est l'ancien président du CDE 50. Donc, rappelle-nous ta structure. Le petit micro, tu l'as? Tu as le micro, c'est bon? Sur le côté? Bonjour voilà. À toutes. Intervention sur le dispositif Culture Cheval. Donc oui, le dispositif Culture Cheval et Poney École a été suivi par le comité départemental de la Manche et on est à la 3e année de ce dispositif. Donc là, sur le premier titre, dispositif Culture Cheval, le Poney École a une opération commerciale pour les clubs. Bien sûr, c'est une opération économique, mais la première des choses, c'est que c'est d'abord une opération pédagogique, c'est une opération culturelle.
envers une population d'enfants qui a même d'écouter les messages que l'on a à transmettre. Donc on va aborder beaucoup de problèmes économiques, mais pas que. Dispositif de l'équitation scolaire. Donc depuis la rentrée 2020-2021, le comité départemental d'équitation de la Manche soutient l'équitation scolaire dans la Manche, une action développée dans les poneys clubs et centres équestres de la Manche à destination des élèves d'écoles élémentaires et maternelles moyennes et grandes sections. Le CDE de la Manche suit et coordonne 2 axes de développement complémentaires pour soutenir l'équitation scolaire. Donc il y a bien 2 axes qui sont développés en parallèle. Donc le premier axe, c'est Culture Cheval. C'est un dispositif qui a été initié par le Conseil départemental de la Manche. Et le deuxième dispositif, on y revient, c'est Poney École, qui est un dispositif développé par la fédération, relayé par le CDE de la Manche, avec un financement de l'ANS. Donc, Culture Cheval, qu'est-ce que c'est? Culture Cheval, c'est un dispositif qui est mis en place par le Conseil départemental avec un financement approprié. Pourquoi Culture Cheval? La Manche étant une terre de cheval historique et chef de file des solidarités et actions sociales, c'est donc naturellement que le département a exprimé le souhait de faire découvrir le cheval à tous les jeunes manchois dès le plus jeune âge. C'est ainsi que le projet Culture Cheval à destination des écoles trouve toute sa place dans le plan d'action global de développement de la filière équine du département de la Manche de 2019 à 2028, puisque la Manche a reconduit son dispositif pour les prochaines mandatures. Culture Cheval, comment ça fonctionne? Donc c'est un dispositif à l'intention des classes d'écoles élémentaires publiques et privées et également des établissements d'enseignement du milieu médico-social. C'est un dispositif agréé par l'Éducation nationale, ça c'est important de le dire, c'est quelque chose qui a été mis en place en accord entre différents partis, qui comporte un module d'apprentissage avec un cycle de 6 à 8 séances de PS. Donc l'Éducation nationale exige un minimum de 8 séances normalement pour que ce soit pris en compte dans le cadre de l'EPS. Mais dans ce dispositif particulier, ils sont d'accord pour qu'il n'y ait que 8 séances, puisqu'il y a en plus un autre module de découverte de la filière équine de 2 demi-journées minimum. Qu'est-ce que c'est que le module de découverte de la filière équine? C'est des visites, par exemple, au centre de promotion de l'élevage, c'est des visites sur des hippodromes ou centres d'entraînement, c'est des visites auprès de professionnels comme des cavaliers professionnels, des vétérinaires, des maréchaux. Donc voilà, donc il y a bien 2 aspects, il y a l'EPS et l'aspect culture. Le financement est de 80% du coût, prestations et transport. Donc dans ce dispositif, l'intérêt c'est que le transport est également pris en compte pour le financement du conseil départemental. Donc qu'est-ce qui s'est passé? La première année en 2020-2021, on remarque que quand il y a de l'argent, il y a déjà beaucoup plus de classes qui sont intéressées, puisqu'on a eu 117 demandes qui ont été instruites par le conseil départemental. Bien sûr, les budgets étaient quand même relativement limités, donc 41 classes ont été retenues à l'issue d'une concertation avec plusieurs intervenants, ce qui représente 934 élèves qui ont pu bénéficier du dispositif, et également 15 poney clubs différents qui ont été concernés par ce dispositif. Le budget était de 68 487 €, financement du conseil départemental. Donc la deuxième année, on avait un peu moins de demandes. Alors bien sûr, il y a eu des déçus, mais on verra après comment nous, on a récupéré les déçus à travers le dispositif Poney École. Donc la deuxième année, moins de demandes, 70, et une envie du conseil départemental d'aller plus loin. Donc il y a eu plus de classes qui ont été retenues, 53 classes, 20 poney clubs cette fois-ci qui ont été concernés par le dispositif, et un budget de 94 128. Donc là, vous voyez, de 68 000, on est passé à plus de 94 000. Donc là, il faut dire que c'était une dotation exceptionnelle. Il y avait des reliquats de financement, et le conseil départemental a décidé de les mettre sur cette action-là. Donc sur la troisième année, on est dedans. Cette fois-ci, moins de demandes, mais on va expliquer pourquoi. 48 demandes instruites, 41 classes qui ont été retenues, et 14 centres équestres qui sont concernés,
ce sera un budget de 75 118 €. Donc on parlait des classes qui n'ont pas été retenues dans le dispositif Culture Cheval. Pour ça, le comité départemental a fait la promotion de Poney École. Donc Poney École, qui est le dispositif de la FFE sur lequel le CDE de la Manche va s'appuyer pour offrir des séances d'équitation scolaire aux classes non retenues dans le dispositif Culture Cheval. Donc, on ne va pas y revenir, mais on le rappelle, Poney Club s'appuie sur une convention passée entre la FFE, le ministère de l'Éducation, l'UNSS et l'UCEP. Alors, pour la première année, donc on avait 76 clubs qui avaient fait une demande qui étaient déçus de ne pas être pris dans le dispositif. Donc, le CDE a obtenu pour cette action une subvention instruite par la fédération et accordée par l'ANS. Donc ça, c'est important de savoir que les comités départementaux peuvent avoir des rôles à jouer dans la mise en place de tels financements. C'est plus facile pour un CDE d'aller trouver des financements que pour un club en particulier. Donc le CDE 50 prendra en charge les 76 demandes de classes qui n'ont pu recevoir la subvention du conseil départemental. Chacune de ces 76 classes bénéficiera d'une séance de découverte offerte par le CDE 50. Ces classes feront l'objet obligatoire de l'inscription sur la plateforme Poney École. La prise en charge a été de 10 € par élève avec un plafond de 200 € par classe. Donc un budget de 14 500 €, financement CDE 50 et ANS. Donc l'ANS nous a donné une partie et nous, sur nos fonds propres, on a mis le reliquat. Donc en 2021-2022, donc on avait moins de classes qui avaient été refusées. Ça nous a permis d'avoir un peu plus de budget. Du coup, on a repris en charge 25 classes, mais cette fois-ci avec un cycle complet. Et on a offert 25 € par élève pour un accompagnement total de 498 élèves et un budget de 12 450 €, cette fois-ci sur l'ANS et comité départemental. Donc les bénéfices apportés par le dispositif proposé pour les élèves, c'est l'apprentissage de l'équitation dans le cadre scolaire avec une répercussion sur des inscriptions futures. Ce sont des sorties pédagogiques avec l'école, connaissance de la filière. C'est une sensibilisation sur les valeurs de l'équitation, de la nature, du bien-être animal. Le poney, c'est bon pour la santé, c'est bon pour le moral, c'est bon pour l'intégration sociale et c'est enfin bon pour grandir. Pour le centre équestre, les bénéfices, c'est la communication vers le grand public, mise en avant de valeurs éducatives et pédagogiques de son établissement et de ses enseignants. C'est la promotion du club et de ses activités. Pour le CDE, bien sûr, c'est une promotion de l'image positive de la pratique de l'équitation dans les centres équestres et poney club de la Manche. C'est une évolution du nombre de pratiquants et licenciés dans le département. Donc, Culture Cheval et Poney École, le dispositif Culture Cheval et Poney École ont bénéficié des supports pédagogiques de la FFE et du CDE dès lors que la classe était inscrite sur la plateforme. Donc, les supports pédagogiques, ce sont des vidéos de présentation, on va y revenir, mais nous, on a mis en place un certain nombre de vidéos qui soient adaptées dans le cadre de Poney École. C'est des documents de présentation de l'activité, c'est des kits pédagogiques école, c'est une plateforme FFE dédiée avec de nombreux documents, mais c'est aussi au niveau du CDE un certain nombre de documents à destination des écoles et des maîtres d'école. Donc le kit école que les classes ont reçu, c'est le kit habituel. Donc là, on a remis en place le nouveau kit, mais on était sur les anciens kits. Donc les supports pédagogiques, vidéos, voilà. Donc on a mis en place 3 vidéos de 3 minutes, l'une axée sur la découverte du Poney Club, l'autre sur les activités du Poney Club, donc on a le Pony Game, les Kiffon et la randonnée, et la 3e vidéo qui est la vie des poneys et des chevaux, donc le comportement du cheval, la vie en troupeau, la communication.
Tous à cheval, présenté par la Fédération française d'équitation. Bienvenue au Poney Club. Aujourd'hui, on rencontre Mélanie, professeure des écoles, avec ses petits élèves. Les enfants, pour dire bonjour à son poney, on va à la tête. Bonjour Mélanie. Bonjour. Ils ont l'air drôlement concentrés, vos élèves. Les enfants sont très motivés, ils adorent s'occuper des poneys. Avec eux, il y a 1000 choses à apprendre. Oscar, Oakley, Alizé, Uno. Pourquoi la monitrice leur donne des étiquettes? Elle leur a demandé de retrouver le nom de leur poney avec les étiquettes. C'est une approche ludique de la lecture. Bravo les enfants. Maintenant, tous à poney. Ils ont l'air tellement fiers et appliqués. C'est très valorisant pour des enfants d'être capable de conduire seul son poney. Ça les fait grandir en prenant confiance en eux. Et de retour en classe, ils auront acquis plein de nouvelles connaissances. C'est vraiment génial l'école au Poney Club. On va faire un selfie avec les enfants? Allez. Cheese tout le monde. Cheese. FFE.com pour trouver son club. Oui, donc ces vidéos, on a repris les vidéos que vous avez connues à la rentrée, c'était 2020, à la rentrée 2020-2021. Donc il y avait un certain nombre de vidéos qui sont passées en boucle sur la télé, sur la 1, je crois. Et donc on a repris par thème un certain nombre de vidéos que le service communication de la Fédération nous a aidé à reconstruire avec une identité particulière. Et ces vidéos, on les a mis à disposition des enseignants d'équitation, on les a mis sur notre site à destination des enseignants des écoles. Et on s'en sert, nous, au niveau pédagogique, dans la présentation des activités. Donc, dans la Manche, on est un petit peu favorisé. Il y a d'autres dispositifs d'accompagnement. Certains qui existaient avant ceux qu'on a mis en place, et d'autres qui sont venus peut-être à la suite aussi de ces exemples. Donc, le district des Pieux, eux, finance 20 classes à hauteur de 65 000 €. Depuis la rentrée 2021-2022, la ville de Saint-Lô accorde 1 000 € par classe, qui sont cumulables avec les autres dispositifs. Et depuis la rentrée scolaire 2022-2023, la communauté de communes Granville-Terre-et-Mer finance pour 3 années des classes du territoire à hauteur de 1 500 € pour un budget annuel de 24 000 €. Donc 4 poney clubs sont concernés. Donc on va conclure. Dans la Manche, nos collectivités territoriales sont convaincues des bienfaits de tels dispositifs pour nos enfants. Partant de cet exemple, il vous reste à convaincre vos élus locaux pour obtenir des financements vous aussi. Karine Judic, qui est vice-présidente du Creux Pays de Loire, ancienne gérante du Haras des Vaillantières, va nous parler d'Equischool. Et j'aime bien, c'est quand le troupeau se déplace à l'école. Bonjour à tous, je remercie tout d'abord la Fédération de me permettre de m'exprimer et puis à l'équipe fédérale qui a fait un travail merveilleux de préparation de ce congrès. Alors, c'est un retour d'expérience qui s'inscrit dans un cadre qui est une grande ville, puisque c'est aux alentours de Nantes. Donc c'est important aussi de resituer cet élément-là. Le centre équestre dont je vous parle, donc le Haras de la Vaillantière, est un établissement avec un grand nombre de licenciés qui est dans la première couronne autour de Nantes. J'ai toujours l'habitude de dire qu'avant d'être des dirigeants de club, avant d'être des politiques, même un petit peu parfois, on est avant tout des pédagogues et des enseignants. Et pour moi, ça, c'est l'essence même de notre métier. On est animé, on est venu dans ces métiers-là parce qu'on aime transmettre, on aime enseigner, et on a chacun notre fibre pour enseigner. Moi, j'ai un parcours un peu atypique qui m'a semblé au début de ma carrière être quelque chose qui pouvait me desservir, puisque je n'étais pas issue du sérail, je n'étais pas issue ni du monde agricole, ni de parents qui étaient sensibilisés de quelque façon que ce soit au cheval. Mais voilà, j'ai dû croiser Flicka ou les talons noirs dans un livre, et puis de là est née la passion. Je suis venue tardivement à l'équitation, par une petite balade un jour dans un lieu de balade privilégié dans la Sarthe. Et puis c'est très tardivement que je suis rentrée dans un centre équestre en me disant, voilà, la passion est plus forte et je vais en faire mon métier. Voilà, c'est juste pour vous redonner le cadre, parce que pour moi c'est important, ce cadre-là. Parce que dès que je suis arrivée dans le monde de l'équitation, j'ai été
tout de suite séduite, outre par la qualité du sport, par la qualité technique des intervenants que j'ai pu rencontrer, qui, dans leur grande globalité, sont des professionnels merveilleux. Outre cela, moi, ce qui m'a toujours animée, c'est la relation à l'animal. Et j'ai été assez heureuse au fil des années qui ont passé que l'évolution sociétale, finalement, nous ait amené à remettre la relation avec l'animal au centre de nos préoccupations, au centre de nos poney clubs. Et donc, dans ces formations, moi j'ai eu des formations, on va dire, on ne peut plus sérieuses, le CEZ de Rambouillet, qui est en particulier un établissement où on a travaillé un peu avec Saumur, avec Fontainebleau, donc des établissements très classiques, dirons-nous, m'ont quand même permis de toucher un petit peu, de toucher un petit peu justement à cette relation au cheval. Et donc, le dispositif Poney École, c'est un dispositif justement que j'ai toujours trouvé très intéressant, mais en tant qu'enseignant et dirigeant de club, j'ai toujours pris la pédagogie comme une recette de cuisine. Voilà, on a des trames, mais après, nous, en tant qu'enseignants, nous sommes des cuisiniers et on y met après les ingrédients dedans qui nous permettent de faire une recette qui va nous correspondre, qui va nous permettre de mettre notre goût et notre sensibilité. Donc, comme je vous disais, j'étais pas issue du sérail, donc très rapidement, je me suis tournée vers l'éthologie, en allant vers des établissements qui m'ont permis de toucher à cette relation. Et puis, encore plus tardivement, puisque ça n'est qu'en 2016, j'ai fait un DU d'équitation, d'éthologie scientifique, avec l'université de Rennes, et en particulier avec Martine Osberger, qui est elle-même une scientifique de renom. Et du coup, j'ai mis ça au service de Poney École. Avant la Covid, on avait déjà dans des villes comme Nantes des sensibilités d'enseignants scolaires qui avaient un peu peur des poneys, par méconnaissance sûrement, et puis par tout simplement parce qu'ils pouvaient entendre de notre sport. On avait des freins à l'arrivée des écoles dans les poney clubs par chez nous, tout simplement parce qu'il y avait le coût du transport, il y avait la perte de temps avec la refonte des programmes de l'équilibre scolaire, l'école sur 4 jours. Tout ça, ça a quand même perturbé bien l'école, et qui était un frein à la pratique de l'équitation sur le poney club. Donc moi, je me suis dit, pourquoi pas transplanter finalement le poney club sur les écoles. J'avais repéré quelques établissements scolaires avec des espaces enherbés autour des écoles. Et puis, je me suis dit que quand même, l'essence même de Poney École, c'était tout simplement de donner envie aux enfants d'aller vers le poney, envie aux enseignants scolaires d'aller vers notre monde, et que dans un second temps, finalement, ils viendraient à faire du poney. Donc, dans un premier temps, on a transplanté donc un troupeau à côté de l'école. Donc, pas de perte de temps scolaire, pas de transport scolaire, pas de peur. Et là, on a finalement, avec les enseignants du club, permis des moments d'observation. Alors, on n'a pas fait que les regarder, bien entendu, mais on a essayé de développer tout simplement dans les classes de maternelle et de primaire la fibre artistique des enfants. Donc ils se posaient en observateurs des poneys et puis ils les ont dessinés. Voilà, avec leur imaginaire aussi. On a eu quelques trucs un petit peu sympas. On a eu des couettes, on a eu des licornes, on a eu plein de choses. Mais ils ont essayé de développer leur fibre artistique. On a développé la fibre artistique également d'un point de vue musical. C'est-à-dire que tout simplement, pour voir un petit peu quelle était la perception auditive des poneys, ils se sont mis à chanter doucement, à prendre des flûtes, à jouer des tam-tams, et puis voir un petit peu quels étaient les signes d'inquiétude sur les poneys, comment on pouvait observer comment eux fonctionnaient. Et puis, on a essayé aussi, avec un petit poil plus grand, avec les primaires, de faire tout à fait une approche concrète de parallélisation, de sensibilisation
à ce qu'était la vie des poneys. Donc, au travers de cette sensibilisation, ils ont pu quantifier et observer pour les petits et quantifier pour les plus grands que finalement le budget temps d'un poney, c'était pas celui d'un enfant. Voilà, combien de fois par jour Pompon et Pirouette passaient à se faire des petites gratouilles. Est-ce que de temps en temps il y avait des signes d'animosité, comme on peut voir dans la cour d'école avec les enfants? Ils ont pu observer ces temps-là, quantifier les budgets temps d'alimentation. Les enfants étaient persuadés que les poneys mangeaient 3 fois par jour comme nous. Bon, c'est un peu vrai au Poney Club aussi parfois. Donc là, ils ont pu observer ces éléments-là de manière un petit peu différente. Et donc tout cela, ça a permis aussi aux enseignants d'avoir une trame et de s'approprier notre vie de professionnel du cheval, notre vie de pédagogue. Et sans dévoyer du tout ni le sport, ni Poney École dans son essence même, qui est d'amener des enfants à faire du poney, évidemment, on a fait faire du poney exactement comme mes collègues l'ont décrit juste avant. Mais les poneys sont restés à côté de l'école pour faire toute cette phase d'observation qui est à mon avis essentielle pour ramener à ces petits rurbains, à ces enseignants qui sont eux-mêmes déconnectés du monde agricole, un temps un peu plus calme et qui est un temps cheval tout simplement, et leur donner le goût tout simplement aussi de venir dans nos poney clubs. Voilà. Intervention parfaite au niveau timing et passionnante. Donc, problème d'assurance de déplacer ces poneys dans ces écoles, parce qu'on sait que les Shetland sont un peu taquins, ils se sauvent. Au niveau assurance, alors, ils restent sous notre responsabilité, c'est-à-dire que globalement, c'est un partenariat aussi avec la municipalité. On a des partenariats avec les municipalités pour d'autres actions. En particulier, actuellement, on est sur aussi un projet d'éco-pâturage pour quelque chose qui me tient aussi à cœur, qui est une association de préservation de nos poneys du club, voilà, quand ils sont à la retraite ou en fin de vie. Et donc, les municipalités sont tout à fait partie pris pour nous aider à faire des clôtures qui vont permettre de pérenniser cette action Poney École. Ils nous amènent la possibilité d'avoir de l'eau, de l'électricité pour avoir des clôtures qui tiennent bien. Et donc, c'est sécurisé complètement quand les poneys restent une semaine à côté de l'école. Merci beaucoup. Applaudissements ? Oh oui. Voilà, je n'ai plus à te présenter, c'est marqué sur le tableau. Carole Yvon Galou va nous parler donc de l'impact 2024, équitation et para-équitation, des leviers d'accompagnement inclusif indissociables. J'avais une présentation un peu plus simple, mais tu vas pouvoir nous expliquer tout ça. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Moi, je suis Carole Yvon Galou, je suis responsable de la démarche Cheval et Diversité au sein de la Fédération française d'équitation. Donc la démarche Cheval et Diversité, elle s'est mise en place il y a 5 ans maintenant. 5 ans que la Fédération développe des actions qui vont du para-équestre aux toutes les activités de médiation que vous avez pu évoquer tout à l'heure. Donc vraiment inscrire le cheval dans l'accompagnement individuel. Je vous remercie parce qu'il y a beaucoup de liens avec ce que vous avez pu dire chacun d'entre vous, et notamment sur le care, le soin. Et de dépasser ce côté soigné, ça n'empêche pas de prendre soin. Et je pense que c'est ce que vous faites dans les clubs. Et ce projet, il s'inscrit dedans. Comment intégrer dans la pédagogie le prendre soin de soi et de l'autre. La démarche, petit rappel de la démarche Cheval et Diversité, qui était vraiment pour investir et s'engager dans les activités de médiation. Et pour rappeler ce que c'est la médiation, pour qu'on soit bien d'accord, parce que c'est vrai que c'est un mot qui est très très employé, la médiation animale, le rôle du cheval médiateur. Mais la médiation, c'est surtout une mise en relation intentionnelle. C'est le professionnel qui met en relation de façon intentionnelle les équidés en général et les personnes en demande. Il faut que les personnes soient en demande aussi. C'est un accompagnement dans un projet, et là vous l'avez dit tout à l'heure, il est individualisé. Il peut être sportif, thérapeutique, donc de soins.
éducatif, social ou santé-bien-être. C'est prendre soin de soi. Donc la fédération s'est engagée dans ce dispositif, dans cette démarche, notamment pour fédérer les différents acteurs, c'était les rapprocher, travailler ensemble. On voit dans les différents projets, ce qui est intéressant, c'est effectivement la complémentarité, et le projet il prend toute sa valeur quand les acteurs de terrain se sont mobilisés ensemble autour d'un projet commun. Développer et enrichir le réseau, c'est effectivement se faire connaître, aller ouvrir ses activités sur l'extérieur, ouvrir son centre équestre, son poney club, sa structure sur d'autres acteurs. Structurer, professionnaliser, ça passe par la formation, avec notamment d'importantes formations que nous avons pu élaborer. Professionnaliser, parce que les activités de médiation, comme le para-équestre, ça exige pour la sécurité de ces activités et des personnes que vous accompagnez et que nous accompagnons, d'avoir de réelles compétences professionnelles, tant sur la partie équestre que sur la partie des publics accompagnés, des publics vulnérables. Valoriser les activités, c'est se faire connaître, parce que dans ce qu'on fait, dans votre quotidien qui vous anime, vous êtes passionné. Mais l'idée, c'est aussi d'aller chercher ceux qui ne connaissent pas et pour pouvoir leur faire connaître tous les bienfaits des chevaux et des activités avec les chevaux. Accompagner les acteurs, on les a vus dans les différents projets. La fédération, son rôle, c'est aussi de vous accompagner pour pouvoir lever les difficultés et puis ensemble agir pour le développement de tous ces projets. Donc, plus précisément, le programme Cheval et Altérité, qui fait partie de la démarche, c'est un programme qui a été élaboré dans le cadre de Impact 2024 et qui est soutenu par le Fonds de dotation Impact 2024. C'est le regroupement de deux grosses actions qui ont été aussi mises en place par la Fédération française d'équitation, avec la collaboration de comités régionaux et de comités départementaux. C'est des projets qui sont construits ensemble, qui sont expérimentés sur le terrain pour pouvoir se rassembler autour d'un programme commun. Donc l'altérité, c'est cette notion de réciprocité et de richesse sans différence. En fait, comme on est tous différents, on est tous alter ego, donc c'est ça l'altérité. Ce programme, il s'est élaboré en consortium avec la FEAP. La FEAP, c'est la Fédération des établissements d'hébergement d'aide à la personne à but non lucratif. Elle a 4000 établissements en France. Donc, c'est tout il regroupe beaucoup d'établissements sanitaires et médico-sociaux sur l'ensemble du territoire. Donc, ces deux actions qui sont réunies, c'est effectivement le développement des activités para-équestres pour les classes Ulysse, avec l'élaboration, on le verra juste après, d'un carnet poney, complètement adapté à la pédagogie des classes Ulysse, et l'organisation des défis cheval et diversité pour ancrer cette dynamique et pour faire un rassemblement une fois par an, et ça revient sur ces actions de valorisation et de fédération des différents acteurs. Alors, les deux actions qui se sont mises en place, la première, c'est effectivement le programme pour les classes Ulysse, avec un programme de 8 séances, de déroulement de 8 séances, où le cheval et le poney sont du coup placés comme partenaires pédagogiques, avec notamment Mon Carnet Poney, qui est un outil pédagogique, qui a été pensé, c'est avec le CDE des Hauts-de-Seine et l'Académie de Versailles et la Fédération française d'équitation. Nous avons élaboré, à partir de différentes réunions, un carnet dédié où le professeur des écoles, l'instituteur, utilise tous les dispositifs, toutes les séances qui vont être déroulées après en centre équestre. Donc ça veut dire le pansage, équiper son poney, se repérer dans la structure équestre, le respect, la sécurité, reprendre toutes ces notions pour pouvoir en faire des leviers d'apprentissage dans l'école. Donc ils ont été pensés aussi sur la géographie, sur la mémorisation, tout un tas de dispositifs qui peuvent être utilisés. Donc sur ces cycles de 8 séances, après, ils évoluent et il y a des évaluations qui sont faites par les professeurs des écoles sur ces dispositifs. Il y a vraiment une complémentarité entre l'enseignant d'équitation et l'enseignant scolaire pour travailler ensemble. Qu'est-ce qui est profitable au groupe et à l'enfant
les défis Chevalier Diversité, c'est pareil, c'est sur des parcours sur l'année, avec des apprentissages sur le para-équestre autour de différentes disciplines, et un rendez-vous en fin d'année scolaire pour pouvoir sur 2 jours. Alors le premier jour, ça va être venir découvrir des ateliers d'activités para-équestres. Donc ça peut être la voltige, le dressage, l'équifun, tous ces dispositifs. Donc les classes qui en ont bénéficié vont faire découvrir aux autres classes, aux autres établissements sanitaires médico-sociaux, tout l'intérêt pour eux durant cette année. La deuxième journée, c'est des défis inclusifs où on a des binômes, un enfant en situation de handicap, un enfant ou adulte en situation ordinaire, on pourrait dire, ou valide, qui vont concourir ensemble autour des disciplines et avoir un classement en fait d'équipes inclusives. Ces 2 jours, ils permettent vraiment de valoriser et d'inviter différents acteurs qui ne connaissent pas aussi l'intérêt du cheval dans l'accompagnement. Il permet aussi, notamment par rapport aux classes Ulysse, d'inviter les familles et de montrer toute la progression de l'enfant durant cette année. C'est vraiment aussi replacer l'équitation dans le schéma familial et de se dire, de montrer l'enfant un petit peu différemment, de se dire voilà tout ce qui est possible de faire. C'est lui qui va venir montrer à ses parents, à sa fratrie, frères et sœurs, tout ce qu'il connaît. Et pour la plupart, ils ne connaissent pas le cheval, donc c'est le placer dans le schéma familial de quelqu'un qui finalement apprend à l'autre. Donc c'est vraiment un dispositif intéressant. Donc vous l'avez compris, l'intérêt il est vraiment pour tous les acteurs, que ce soit les collectivités territoriales qui peuvent valoriser aussi l'accompagnement au sein du territoire, les établissements équestres, c'est aussi amener d'autres publics, mais les publics qui sont avec toute leur famille et apporter une autre dimension pédagogique à vos activités. Pour les professionnels de l'éducation nationale, c'est apporter une pédagogie différente et pouvoir amener un outil motivationnel qu'est le cheval dans l'apprentissage. Et pour les établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux, c'est effectivement pouvoir voir les enfants et les adultes différemment, c'est-à-dire dans toutes leurs capacités et moins dans leur diminution d'autonomie. Je vois Jean-Pierre Tintinclou qui est dans la salle et vous pourrez lui poser la question puisque c'est effectivement le Creux Hauts-de-France qui a mis un dispositif, a débuté un dispositif déjà il y a 2 semaines sur les classes Ulysse et la grande surprise a été que pour un projet qui était ciblé classe Ulysse, finalement le collège a voulu emmener l'ensemble de la classe pour effectivement pas sortir les 4 enfants de chaque classe Ulysse et venir intégrer l'ensemble des enfants. Et je trouve ça merveilleux parce que du coup, d'un dispositif qui était adapté pour le handicap, finalement, c'est le handicap qui amène l'ensemble de la classe à venir découvrir l'équitation. Et là, effectivement, on est pleinement dans l'altérité puisqu'il n'y a plus de différence. Tout le monde utilise ce dispositif. Le carnet poney, vous pourrez nous le demander au sein de la fédération. Il est utilisable par tout le monde en fait. C'est vraiment une police adaptée, mais tout le monde peut l'utiliser. Donc finalement, autour d'une même activité, tout le monde se rassemble. Et voilà pour ce qui me concerne. Donc voilà, si vous avez des questions, je suis à votre disposition sur ces 2 jours. Voilà, et bien maintenant, si ça veut bien s'ouvrir, voilà, nous allons laisser la parole à Isabelle Meyer. Alors, elle est directrice d'établissement et experte fédérale pédagogie. Elle va nous parler de décrochage scolaire, et ça, c'est un sujet qui nous intéresse parce que ça peut être un vrai moteur et une vraie solution pour ces enfants qui sont en difficulté et mis de côté, alors qu'ils peuvent reprendre toute leur importance quand ils sont au contact des chevaux. Isabelle. Bien, merci. Bonjour à toutes et à tous. Je remercie la Fédération de m'inviter aujourd'hui et Tiffaine et Ève en particulier qui m'ont aidé à présenter ce projet. Donc, je m'appelle Isabelle Meyer, j'habite dans les Vosges. J'ai une petite structure équestre plutôt tournée vers le tourisme équestre
Et dans ma formation, j'ai pu bénéficier des formations que propose la Fédération française d'équitation pour le BF éthologie, le BF travail à pied, j'ai fait le BF trek et j'ai terminé par le BF équisocial. Donc, pour présenter le contexte, notre centre équestre, donc ça représente 20 hectares. Nous avons une vingtaine de chevaux et d'équidés d'école. Et en fait, tous nos chevaux vivent en troupeau dans des parcs aménagés. Donc c'est une petite structure, nous avons une centaine de cavaliers inscrits à l'année. Et les activités que nous proposons, donc c'est l'éthologie, le trek, les galops de pleine nature. Donc on a un agrément ferme pédagogique. Je tiens à rajouter que cet agrément en fait est délivré par l'Éducation nationale et la Chambre d'agriculture. Et ça nous identifie très bien au niveau des écoles. On travaille beaucoup avec des écoles grâce à ce label ferme pédagogique. Nous sommes également centre de formation ATE, AE. J'accompagne des BPGEPS et nous avons remporté 2 fois le trophée du développement durable grâce à des spectacles. On a fait Le Petit Prince et la sauvegarde des abeilles en 2012 et le spectacle Demain. Donc c'était des spectacles éco-responsables et donc on a eu 2 fois ce trophée. Donc l'émergence du projet. Donc on a créé donc un centre d'accueil de jour éducatif et scolaire. En fait, ça part d'une expérience familiale personnelle, car notre fille, Justine, a subi du harcèlement scolaire au collège, du harcèlement quand même assez fort, et elle a été déscolarisée. Donc, en 5e, 4e, 3e, elle a fait école à la maison avec le CNED. Elle faisait donc école le matin, et elle était avec moi la journée au centre équestre, et elle pratiquait également la discipline du trek. Donc ensuite, elle s'est sentie prête à repartir au lycée par la suite. Et on a la chance à Gérardmer qui propose des classes aménagées, c'est-à-dire qu'ils libèrent les jeunes 2 après-midi par semaine pour faire leur sport. Donc elle a pu continuer à faire son sport tout en allant au lycée. En parallèle, donc il y a d'autres parents qui ont entendu que notre fille a été déscolarisée suite à du harcèlement scolaire. Donc elle a développé de la phobie scolaire et de la phobie sociale. J'ai été sollicitée par d'autres parents pour accompagner leurs enfants qui étaient aussi en phobie scolaire. C'était mes cavalières en fait. Donc j'ai Marie qui, elle, a fait de l'anorexie mentale et qui a dû être hospitalisée plusieurs mois. Et donc quand elle a été vraiment déscolarisée et qu'elle a vraiment été dans le centre équestre, c'est indéniable qu'elle a vraiment repris confiance en elle. Et c'est une jeune fille qui a pu ensuite repartir au lycée également. Mais j'ai vraiment senti l'importance pour elle d'être en relation avec les chevaux. Je lui avais confié un cheval à s'occuper à temps plein. Et elle a vraiment créé une très belle relation avec ce cheval-là. Et j'ai une autre jeune fille, Lola, qui est autiste Asperger, qui a été aussi déscolarisée. Et les parents nous ont demandé également de l'accompagner. Donc elle était aussi avec le CNED et elle passait beaucoup de temps au centre équestre. Tout ça, je le faisais bénévolement. C'était des cavalières du club et j'avais vraiment envie de les aider, au même titre que j'ai pu accompagner ma fille. Et ensuite, en 2019, donc on a été sollicité par l'aide sociale à l'enfance pour accompagner un jeune garçon qui s'appelle David. Donc David, il a été déscolarisé 1 an, il a 12 ans. Donc il n'a pas été en 6e du tout. Et c'est un enfant en fait, qui a été renvoyé de plusieurs collèges, qui peut être assez violent. Et donc on nous a demandé simplement qu'il vienne au centre équestre pour faire de la médiation avec les chevaux. Et en fait, son comportement a tellement évolué, tellement changé de manière positive, que l'aide sociale à l'enfance nous a demandé est-ce qu'on pourrait trouver une solution pour que ce jeune reste chez vous, mais puisse être accompagné au niveau scolaire. Donc on a essayé de réfléchir, on a eu des enseignants qui étaient détachés juste pour David, qui venait au centre équestre lui donner de l'instruction scolaire. Et donc après, quand j'ai passé mon BF équisocial en 2020, donc j'ai suivi cette formation avec Véronique Sulfour, qui elle-même a un centre d'accueil de jour, mais il n'y a pas de scolarité dans son centre d'accueil de jour. Et moi je me suis dit, pourquoi ne pas créer un centre d'accueil de jour, mais avec un enseignant, donc faire en fait l'inverse un peu que tu proposes, Judith, c'est de ramener l'école dans le centre équestre. Parce que c'est des enfants qui ne pouvaient pas aller à l'école. Enfin, en tout cas, David, il était vraiment complètement inapproprié pour pouvoir suivre une scolarité.
Et même en ITEP, en fait, c'était compliqué pour lui pourtant c'est très spécialisé l'ITEP, et il n'y a pas de place pour lui en fait. Et donc j'ai rencontré un responsable du conseil départemental des Vosges et pour ce projet, et nous avons pu ouvrir en septembre 2020 pour pouvoir proposer en fait cette activité à d'autres jeunes. Finalement, il y avait pas mal de jeunes qui étaient suivis par l'aide sociale à l'enfance et qui étaient déscolarisés. Et ça posait vraiment un problème pour les familles d'accueil d'avoir ces enfants à temps plein la journée. Et donc, à partir de 2020, on a eu 4 jeunes qui nous ont été confiés. Donc, on a recruté un enseignant. On a eu la chance de trouver un enseignant vraiment très impliqué, avec une grande expérience en classe SECPA et en classe REA, et avec une pédagogie vraiment très adaptée. Et nous avons recruté également 2 services civiques, parce que comme nous sommes une association loi 1901, on a pu bénéficier de services civiques. Donc en fait, le dispositif porte sur 6 places, en sachant que le conseil départemental accepte que nous puissions recevoir jusqu'à 8 jeunes. Et donc une convention est signée pour chaque jeune avec le conseil départemental des Vosges. Donc on a décidé d'accueillir les jeunes que en temps scolaire, c'est-à-dire de 9h à 17h, avec un repas tiré du sac. Et donc, du coup, à 17h, les enfants repartent soit en foyer, soit en famille d'accueil. Donc, ils font école le matin avec notre enseignant. Et donc, notre enseignant, sa pédagogie, c'est vraiment la pédagogie de projet. Et il s'appuie essentiellement sur le spectacle équestre. Donc, les enfants créent le texte, tout le déroulé du spectacle, ils créent les costumes. Et tout ça se fait sur une année scolaire. Mais vraiment, il se sert de ce support-là pour leur donner la motivation pour apprendre. Et l'après-midi, donc, nous proposons d'autres activités. Donc, moi, je les prends sur la partie médiation animale avec ce BF Équisocial. Mais également, je fais intervenir des personnes en théâtre. Ils font du sport. On fait beaucoup de jeux de cohésion. On fait de l'art-thérapie. Donc, on a vraiment de nombreux intervenants qui viennent sur les après-midi accompagner les jeunes. Donc le prix journée a été fixé, en fait on a fait un budget prévisionnel à partir de 6 jeunes, et donc voilà, on a un prix journée qui a été fixé avec l'aide sociale à l'enfance qui est de 61 € par jour sur 180 jours, donc ça revient environ à 11 000 € par jeune quand même pour cette prise en charge. Donc notre enseignant, en fait, lui, on le rémunère directement. Il a démissionné de l'éducation nationale pour nous rejoindre, et donc il est prestataire de services. Donc on a la rémunération d'enseignants, on a nos services civiques et nos intervenants. Et en fait, avec 5 jeunes, on équilibre le budget en sachant qu'on a actuellement 6 jeunes. Donc l'objectif de ce projet, quand on l'a signé avec l'aide sociale à l'enfance, c'était pas de créer une école, mais c'était plutôt de faire une passerelle pour les jeunes, pour qu'ils puissent repartir ensuite dans un système classique. Donc c'est pas un accompagnement qu'on doit pérenniser. En fait, c'est vraiment un passage. Des fois, ils sont là juste parce qu'ils attendent une place dans un autre institut, ou alors on attend qu'ils soient prêts pour rejoindre un système classique. Donc, dans les jeunes qu'on a déjà accompagnés, on en a déjà nombreux d'entre eux sont déjà repartis au collège ou au lycée. Donc, là, je voulais parler de David parce que vraiment le projet part de ce jeune garçon. Lui, donc, a été déscolarisé 1 an. Et donc là, en septembre 2023, il est en train de faire des stages et il va pouvoir partir en apprentissage mécanique, tout en sachant qu'il garde quand même derrière la tête, il rêverait de devenir cascadeur équestre. Mais bon, du coup, l'ASE pour l'instant préfère qu'il aille plutôt en mécanique. Mais voilà, c'est vraiment, l'équitation, c'est vraiment son cœur de vie, quoi. Ensuite, on a Maëlle. Alors Maëlle, c'est une jeune fille qui était très violente, a renvoyé de beaucoup d'institutions, déscolarisée aussi 1 an. On l'a eu au niveau du collège. Elle a passé son brevet des collèges adaptés. C'est une jeune qui est suivie PJJ, c'est-à-dire qu'elle a quand même un casier judiciaire. C'est une gamine qui était quand même, qui pouvait vraiment piquer des crises assez fortes. Et en fait, arrivée chez nous, on n'a vraiment eu aucun souci. C'est une jeune qui se comporte très bien, elle est très impliquée. Et c'est incroyable l'apaisement que lui apportent les chevaux et l'implication qu'elle met dans le centre équestre. Et donc pour elle, donc là, elle est suivie par la mission locale de Gérardmer. La semaine prochaine, elle part faire 1 mois de stage à Pôle emploi pour pouvoir ensuite trouver du travail. Et donc là-dessus aussi, on l'accompagne. Et c'est une jeune aussi qui a une mesure MDPH, donc une reconnaissance handicapée,
Et on l'accompagne aussi pour avoir cette reconnaissance et trouver un travail adapté pour elle. Et ensuite, le cas d'Ethan est assez particulier aussi, parce que lui, il a fait une semaine en 6e, et ensuite il a refusé d'aller au collège. Il est resté tout le temps enfermé dans sa chambre. Donc l'aide sociale à l'enfance a menacé que l'enfant soit placé. Et au mois de juin de cette année-là, fin de l'année scolaire où il était enfermé dans sa chambre, il est venu 1 mois chez nous. Et il a dit « Ok, j'accepte de partir dans ce dispositif ». Et là, Ethan, il a repris confiance en lui. Il ne loupe pas une seule journée d'école. Et là, il est prévu qu'il aille en maison familiale et rurale en septembre 2023. Donc vraiment, le but de notre projet, c'est quand même d'emmener les enfants à retourner vers des qualifications, des diplômes et une rescolarisation. Donc on a quand même des moyens, parce que c'est quand même assez lourd. Donc on a une équipe pédagogique soudée et compétente, avec des activités variées. Donc ce que je vous disais, le travail scolaire est en lien avec le projet pédagogique du centre équestre, qui est donc essentiellement tourné vers le spectacle équestre, mais toujours avec une connotation quand même très éco-responsable. On tient vraiment à emmener les enfants à réfléchir, à avoir une réflexion globale en fait sur la nature et puis sur la protection de l'environnement. Donc on fait signer une charte de bonne conduite aux jeunes, essentiellement sur le respect des uns et des autres, et le respect du matériel, le respect des animaux. On a un règlement intérieur, on utilise beaucoup la CNV, on a une intervenante à la communication non violente, on a une intervenante qui, dès qu'il y a des conflits, vient, et avec un jeu de marelle, on arrive à partir du conflit, de l'observation, des besoins, etc. Et on arrive vraiment à ce que les enfants puissent exprimer leurs émotions. On fait un conseil d'école toutes les 2 semaines avec les jeunes, et à chaque fois, on revoit le projet pédagogique avec eux. Donc nos ateliers sont axés vers la prise d'autonomie, la confiance en soi, le respect, la cohésion de groupe. Donc le spectacle équestre, je l'ai déjà dit. Également, donc nous on est très orientés vers le trek, et donc ça donne beaucoup d'autonomie aux enfants. Et le fait de faire des rencontres, des compétitions, pourtant ces enfants qui détestent le jugement, là par le biais de la compétition équestre, surtout en équipe, ça les valorise énormément. Et ils s'impliquent, c'est vraiment un atout, même si le mot compétition n'est pas vraiment approprié pour ce type de jeunes, finalement ils oublient le côté compétition par le trek. Donc j'expliquais donc reconnaissance RQTH, on les emmène en stage en entreprise, on fait des périodes d'inclusion en collège, en MFR. Et donc là, on a 3 ans d'existence, et donc l'éducation nationale aimerait qu'on ait un agrément avec eux, ce qui nous faciliterait encore plus l'accès à d'autres jeunes en fait. Si on va, normalement, on devrait être agréé cette année éducation nationale. Donc, les freins, c'est que le nombre de jeunes dépend vraiment de l'aide sociale à l'enfance. Donc, on peut en avoir 6, on peut en avoir 4. Donc ça, c'est un peu fluctuant. C'est pas nous qui décidons vraiment des dates d'entrée, des dates de sortie. Et on nous demande parfois d'inclure des jeunes en cours d'année, ce qui demande vraiment une grande adaptation de la part de notre enseignant, puis de nous-mêmes aussi, pour introduire des jeunes dans la dynamique du projet. Donc les points positifs pour notre centre équestre, en tout cas, c'est les chevaux travaillent donc plutôt les après-midi et donc les heures creuses. Le mercredi, le samedi, les enfants font autre chose que la médiation animale. Donc en fait, on a une vraie équipe au niveau du centre équestre. Enfin moi, ça m'a apporté du coup beaucoup de gens qui sont venus se rajouter à l'équipe, et ça crée une émulation pour le projet, pour le spectacle. Et en fait, je me sens beaucoup moins isolée. Avec nos conseils d'école, on peut vraiment s'appuyer sur des professionnels qui ont de l'expérience, et c'est très riche au niveau des échanges. En fait, ça nous a permis aussi de diversifier nos produits de centre équestre. Je peux dire que pendant le Covid, en fait, on a continué à travailler, parce que comme c'était une école, ils étaient scolarisés, on a pu continuer on n'a pas été bloqué pour continuer à pratiquer ce dispositif-là. Et en fait, moi, j'ai remarqué que ma cavalerie s'épanouit pleinement. Mes chevaux ont vraiment du plaisir à travailler avec nos jeunes, et moi je reste convaincue que la mission des chevaux, c'est de soigner l'âme humaine, et là je trouve qu'ils trouvent vraiment toute leur place dans ce projet, et pour moi c'était important que mes chevaux se prêtent en fait. Ça a du sens pour moi de demander à mes chevaux d'accompagner ces jeunes. Et donc je me disais que par rapport à cette expérience, j'en avais déjà un peu parlé à Frédéric, une fois que je l'avais rencontré, je me disais pourquoi ne pas ouvrir à d'autres jeunes
d'autres jeunes que l'ASE. En fait, c'est du décrochage scolaire, en fait, des phobies scolaires. C'est pas que les enfants d'aide sociale à l'enfance qui en ont. Hein, on est tous, je pense que vous connaissez tous des jeunes autour de vous qui ont de la phobie scolaire ou qui font du décrochage. Et j'avais toujours eu l'idée de faire un sport-études, médiation animale. Surtout que la fédération forme maintenant beaucoup de médiateurs. Et plutôt que d'aller dans un sport-études qui va plutôt vers la compétition, pourquoi ne pas proposer un sport-études, médiation animale pour des enfants vraiment qui ont des spécificités et qui pourraient être accompagnés par des professionnels formés pour la médiation animale et leur redonner surtout la confiance en eux, en fait. Parce que tous les décrocheurs, les phobies scolaires, c'est vraiment un problème. C'est ce jugement, cette compétition qu'il y a à l'école que les enfants ne veulent plus. Et avec les chevaux, en fait, ils arrivent vraiment à retrouver cette confiance et cette estime de soi. Voilà pour mon projet. Et nous allons maintenant de nouveau retrouver Karine Judic qui va nous parler de l'équitation, la scolarité à distance et l'équitation, c'est-à-dire on parle sport-études. Alors, on peut en effet, avec des guillemets, l'appeler sport-études, puisque c'est une complémentarité entre la scolarité et le sport. C'est la transition avec votre intervention, Isabelle, est toute trouvée. C'est parti également d'une expérience familiale personnelle, avec ma fille qui était en décrochage scolaire progressif, un soutien MDPH. Et qui progressivement développait une aversion pour l'école. Et au travers des discussions qu'on a pu avoir ensemble, je trouvais qu'il y avait un écart énorme entre l'investissement dans le sport, même la discipline qu'elle pouvait s'y mettre, même la discipline scolaire qu'elle pouvait s'y mettre d'ailleurs, hein, et puis finalement le bénéfice humain. Je parlais de relation avec le cheval tout à l'heure. Là, je trouvais qu'elle était en souffrance, tout simplement. Et donc, au travers des équipes sportives qu'on avait sur le Haras, il s'est avéré qu'en discutant avec d'autres parents, elle n'était pas la seule à être dans cette souffrance d'enfant, avec des phases de harcèlement pour certains, avec d'autres soutiens MDPH. On avait des enfants ultra joyeux au club, on avait des enfants hyper investis qui étaient prêts à passer des heures, même parfois de labeur, on peut dire, auprès des chevaux, rester sous la pluie. Et puis quand arrivait le dimanche soir, ils s'étiolaient. Et puis la simple idée de retourner au collège le lendemain n'était pas un problème d'effort, un problème de respect de l'investissement scolaire, mais réellement une forme de phobie scolaire. Donc on a la chance sur Nantes d'avoir le centre de formation des footballeurs du FCNA qui, il y a une cinquantaine d'années, bientôt 60 maintenant, parce que le temps passe, a ouvert un centre scolaire, le CENS, donc le centre éducatif nantais pour les sportifs, qui s'est ouvert pour entre 150 et 170 sportifs, et regroupant une vingtaine de sports différents. Et ça, c'est vraiment important parce que là, on reste pas que dans le monde du cheval. C'est un melting pot de sportifs. Un melting pot également de milieux sociaux qui se croisent au travers de ces 150-170 sportifs. Mais par contre, tout ça, ça fait une grande famille. On avait des enfants donc au club qui avaient cette aversion de l'école progressive et ils souffraient en particulier finalement de leur passion du cheval. Ils avaient la sensation quand ils retournaient au collège de ne pas être compris, d'être dans un monde à part. Ils avaient 2 heures le midi, il y en avait certains qui faisaient revenir leurs parents pour monter à poney, pour venir juste brosser leur poney pour arriver à supporter l'après-midi. Et ça devenait vraiment de plus en plus compliqué. On avait pour autant des principaux de collège et des professeurs qui étaient extrêmement compréhensifs. Il n'y a vraiment rien à dire sur le système scolaire comme il est, et qui comprenaient que nos sportifs en herbe faisaient 10 heures de sport par semaine, plus les compétitions le week-end, et qu'ils pouvaient être un petit peu fatigués, ils pouvaient être un petit peu ailleurs, et donc autorisaient pour certains à ne pas venir sur l'après-midi du vendredi pour partir en compétition, autorisaient également sur les heures de
permanence obligatoire le matin de 8 à 9 à ce que les enfants puissent tout simplement dormir, puisqu'ils étaient à cheval jusqu'à 21h le soir pour certains. Donc tout ça, ça avait été plutôt bien fait. Mais bon, on a ce sens à Nantes, et puis un établissement qui était à une trentaine de minutes à côté de l'aéroport, le centre équestre du Clos, qui est tenu par Marine Vincendo, qui avait développé un partenariat avec le Sens. Mais par contre, le Sens était aussi plus près du haras de la Vaillantière. Donc on a fait un arrangement tripartite entre le Sens, les écuries du Clos et le haras de la Vaillantière pour accueillir donc 3 sportifs en herbe, donc de la 3e à la terminale, donc pendant 5 ans. Voilà, ça s'est arrêté à cause du Covid, mais on a bon espoir de redémarrer. Et donc, ces enfants qui avaient ce décrochage scolaire ont réussi. Donc, il y en avait 2 tiers vraiment de l'effectif qui était en décrochage scolaire. Ont réussi tous à obtenir leur brevet des collèges du premier coup. Ont réussi tous à obtenir leur baccalauréat du premier coup. Ont continué tous sur du post-bac. Donc, ils sont tous soit encore en BTS, soit dans des études. Voilà, il y en a une qui est en BPGEPS actuellement. Après le bac, elle a eu une phase de professionnalisation. Voilà, elle a travaillé pendant 2 ans, puis elle est retournée en BTS, puis elle est maintenant en BPGEPS. Une autre qui termine un cursus de spécialisation dans le monde du cheval. Et on a donc sur tous ces élèves 100% d'élèves qui ont eu leur bac avec mention, qui ont continué leur scolarité et qui se sont professionnalisés dans le cheval. Au Sens, ils ont trouvé des classes réduites en nombre, puisqu'ils étaient... c'est un particularisme, mais qui n'est pas lié qu'aux sportifs cheval, qui est le fait que ce sont des classes de 8 à 10 élèves. Donc c'est vraiment l'individualisation scolaire par essence. Ils ont 30% de cours en moins dans la semaine, puisque l'individualisation et ces classes réduites permettent justement une optimisation des connaissances, de l'assimilation des connaissances. On a des enseignants, un corps enseignant là-bas qui est investi également dans le sport, c'est-à-dire que la première semaine au Sens est une semaine d'intégration avec un projet qui est fait pour justement faire une émulation entre les élèves, mais aussi avec le corps professoral. Moi, pour l'avoir éprouvé, on a le professeur de maths ou le professeur d'économie qui, pas de manière très fréquente, mais s'est déplacé sur les compétitions équestres de proximité. Et tout ça s'adjoint d'une facilité d'accès à la connaissance par Internet. Les enfants peuvent partir pour certains à l'autre bout du monde. Ce n'était pas le cas de l'équitation, mais pour certains à l'autre bout du monde sur 15 jours de compétition. Ils font leur scolarité, ils ont des objectifs scolaires extrêmement rigoureux avec des professeurs en visio qui sont capables de les faire travailler à côté du temps scolaire au Sens. Et voilà, en particulier, le retour d'expérience de ma fille, puisque c'est elle qui a initié ce projet, et je l'en remercie, du coup a été que finalement, elle a aimé l'école autant que le cheval. Donc voilà, donc c'est important de se dire que le sport, là on est loin du poney école, on était dans la relation simple, là on est vraiment dans le sport. Et bien ce centre de formation à côté du FCNA a permis à des élèves, en faisant comprendre aussi l'essence même de notre sport, j'aurais peut-être dû commencer par ça, excusez-moi, c'est que le directeur du Sens ne connaissait pas bien comment on va dire, ce qu'est un sportif de l'équitation. Il a affaire souvent à des sportifs liés à des gymnastes, à des gens de la natation qui ont donc des carrières extrêmement courtes. Nous, dans le cheval, on lui a expliqué qu'on avait des carrières longues et donc il nous a donné sportivement des objectifs. Donc l'objectif était la participation à l'Open Poney ou à l'Open Club, ou pour certains qui étaient déjà passés par ces passerelles-là et donc qui étaient au lycée, s'ils étaient en train de concourir sur de l'amateur 2, de complet ou de CSO, d'avoir un objectif de participer sous 2 ans à l'amateur 1 des championnats de France.
Voilà. Donc ce sont des possibilités que l'on a peut-être autre part en France, avec une adaptation par rapport à l'état d'esprit sportif que l'on a, et des enfants qui, par cette abnégation qu'ils ont grâce au sport et grâce au cheval, peuvent transcender leurs connaissances intellectuelles et finalement s'épanouir tant scolairement que dans leur sport. Merci beaucoup, passionnant.